Bonjour à toutes et à tous, je vous invite à prendre place. Attention au soleil sur toute cette partie-là. Vous pouvez peut-être dès à présent vous décaler. Ça va? D'accord. Alors, donc c'est la conférence sur le lycée professionnel. Je m'appelle Béatrice Pina et je suis co-animatrice du livret éducation. Le lycée professionnel est très mal connu du grand public. Il y a très peu de reportages dans les médias, d'articles sur le lycée professionnel et il est en général peu évoqué par les partis politiques. Nous, depuis 2017, on a décidé d'en faire un axe très important de notre programme. Dans le livret éducation que vous pouvez vous procurer dans la boutique militante, on a tout un chapitre consacré au lycée professionnel. Et puis en 2022, on a publié un plan sur les qualifications et savoirs utiles à la bifurcation écologique qui est consacré au lycée professionnel et au lycée agricole. Macron a annoncé lors de la campagne vouloir faire du lycée professionnel une voie d'excellence avec la méthode qui a réussi sur l'apprentissage. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode? Elle a consisté à fournir des travailleurs gratuitement aux entreprises, c'est-à-dire que les salaires des apprentis de moins de 21 ans sont pris en charge par l'État. Pourtant, les jeunes qui choisissent l'apprentissage ont beaucoup moins de chances de réussir leur diplôme. Et on a des chiffres très précis et des chiffres qui viennent du ministère de l'Éducation nationale. Plus de 3 élèves sur 4 vont jusqu'au bac quand ils sont sous statut scolaire, c'est-à-dire qu'ils suivent une formation de lycée professionnel sous statut scolaire, mais ils sont seulement 2 sur 5 via l'apprentissage. Les taux de rupture de contrat d'apprentissage sont également très élevés, plus de 39% chez les moins de 18 ans et dans certaines filières, ça peut être jusqu'à 70%. Quand un jeune perd son contrat, ça met immédiatement fin à sa formation. Et donc, il y a 80 000 jeunes au niveau CAP ou Bac Pro qui se retrouvent ainsi en difficulté chaque année. Macron a publié il y a 2 jours dans un entretien au Point un entretien sur l'école et il évoque également le lycée professionnel avec des chiffres complètement mensongers. J'ai vu que le SNUEP FSU avait fait a déconstruit en fait tous ces arguments et je pense que Sigrid tu reviendras dessus. Et puis il fait un lien très clair entre chômage et lycée professionnel. On reviendra avec nos intervenants sur cette logique adéquationniste qui est en fait au cœur du projet de Macron. Alors, et puis en fait, Macron fait comme si finalement il n'y avait pas déjà eu une réforme du lycée professionnel. Lors du premier quinquennat, il y a eu la loi Pénicaud en 2018 qui a fait en sorte que la définition des diplômes et des contenus de la formation sont déjà aux mains des entreprises, des branches professionnelles. Et puis, il fustige le décrochage scolaire, mais il a supprimé déjà des heures d'enseignement. 4 heures d'enseignement hebdomadaire, soit 10 semaines sur 3 années. Avec cette nouvelle réforme, il va poursuivre son œuvre de démantèlement du lycée professionnel, d'abord en supprimant encore des cours, en augmentant le temps de stage, et puis en prévoyant la refonte des cartes de formation en fonction des besoins locaux des entreprises, et vous serez plusieurs à revenir sur ce sujet-là. Alors, pour cette conférence, on a 4 intervenants. Sigrid Gérardin, qui est co-secrétaire générale du SNUEP FSU et qui est aussi professeur de lycée professionnel. Donc, qui a fait, voilà, vous avez fait partie de l'intersyndicale, qui a mené la réforme, qui a dénoncé ces différentes réformes. Et dont c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire, Sigrid. Et puis ensuite, nous donnons la parole à Séverine de Poilly, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Poitiers. Et donc, il va interroger les effets des politiques éducatives, et en particulier les mirages des logiques adéquationnistes entre formation et emploi. Et enfin, on donnera la parole à Olivier Salerno, membre du collectif Préparons la riposte, qui a lancé un appel aux élus et aux citoyens contre la réforme du lycée pro. Pour finir cette conférence, on donnera la parole à Alexis Corbière, député LFI-NUPES de Seine-Saint-Denis, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale, et donc qui a déjà, tu es déjà intervenu de nombreuses fois et tu as interpellé le gouvernement sur ces différentes réformes, et tu es aussi également professeur de lycée professionnel.
À l'issue de ces interventions, on va vous donner la parole pour permettre des échanges. Je vous dis dès à présent que ce sera simplement des 2 minutes, des questions 2 minutes si vous voulez préparer vos interventions. Comme ça permettra ensuite à nos intervenants de répondre et qu'il y ait un véritable échange et pas des tunnels d'intervention. Je donne la parole à Sigrid Gérardin dès à présent. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous et un grand merci pour votre invitation. C'est important pour nous en tant que syndicalistes de donner de la visibilité à la voie professionnelle parce que c'est une voie qui est souvent invisible. Mais je vais y revenir rapidement. Peut-être un état des lieux extrêmement rapide. Les lycées professionnels, ils scolarisent aujourd'hui 600 000 jeunes. C'est un tiers de la jeunesse lycéenne. Donc c'est pas rien, c'est pas à la marge. Et leur rôle, c'est de former à un métier. Et en France, on a une spécificité, c'est qu'il y a 2 systèmes qui cohabitent. Tu en as très bien parlé, j'y reviendrai pas. C'est un système patronal qu'on appelle l'apprentissage et un système scolaire qui s'appelle les lycées pro. Et la scolarisation des jeunes, des futurs ouvriers, des futurs employés de demain, n'est pas venue par hasard. Il a fallu des luttes très très importantes entre tous les acteurs de la voie professionnelle pour qu'on arrive... On me signale que pour qu'on t'entende mieux, il faut que tu bien... Comme ça. Super. Ok. C'est pas parler dans... D'accord. Vous n'entendiez pas bien? Bon. Non mais comme ça, je vais plus bouger. Oh, je t'en prie. Donc scolariser la voie professionnelle, c'est une spécificité française, c'est-à-dire apprendre un métier à l'école, c'est une spécificité française qui nous est enviée d'ailleurs dans les pays européens et qui a participé de luttes importantes entre tous les acteurs. Et quand on parle du lycée professionnel, mais ton intervention l'a montré, on ne parle pas que de l'éducation nationale. Il y a plein d'acteurs. Il y a les régions, les élus locaux, il y a les branches patronales, il y a d'autres élus, puisque souvent il y a des lois qui peuvent passer à l'Assemblée, mais on en reparlera, Alexis en parlera mieux que moi. Et puis, évidemment, il y a les organisations de salariés et les organisations syndicales. Une des caractéristiques, c'est certainement la relégation sociale de la voie professionnelle au sein du système éducatif. Mais en même temps, c'est logique. C'est pas pour ça que j'approuve. Il y a des liens très forts. On forme des ouvriers et des employés. Les ouvriers et les employés sont invisibles dans cette société. Ils ont été visibles à un moment grave de la période. C'est au moment de la pandémie où on a pu mesurer l'utilité sociale de ces métiers. Mais malheureusement, les formations qui conduisent à ces métiers, les élèves de la voie professionnelle, sont des invisibles. Et même nous, les PLP, souvent, on est des invisibles. On nous invite pas pour parler salaire, justement. On parle que de lycée pro. Tout ça pour dire qu'il y a des liens extrêmement forts entre comment nos dirigeants pensent la société de demain avec les défis écologiques, tu en as parlé, comment ils pensent les métiers d'exécutants, c'est pas méprisant du tout de ma part, d'ouvriers, de salariés, comment ils pensent cette société, ça participe à conduire aussi les politiques éducatives au niveau de la formation professionnelle. Donc je pense que vous me voyez venir quand je dis ça, puisque vous le savez mieux que moi ou aussi bien que moi, le projet de société que porte Macron est très opposé à celui de justice sociale, de transition climatique, d'égalité femmes-hommes que nous, on porte syndicalement et que les partis politiques qu'on côtoie régulièrement portent aussi. Donc en fait, clairement, quand Macron décide de faire du lycée professionnel sa priorité, c'est interdépendant de la manière dont il pense la société de demain. Donc les lycées pro, il veut les réformer, mais sur une base qui n'est pas du tout égalitaire. Il ment ouvertement. Il est d'une hypocrisie extrême quand il dit que c'est dans l'intérêt des élèves qu'il veut le faire. Alors il arrive sur un terrain, tu l'as dit, où le travail de SAP avait déjà été fait. On avait eu Darcos qui a supprimé 1 an de formation à nos jeunes, qui sont tous issus de milieux populaires et qui concentrent des difficultés sociales, économiques et scolaires. Et on a eu évidemment Blanquer qui a encore retiré 30% d'enseignement. Donc comment voulez-vous qu'un jeune, même diplômé, nos jeunes de bac pro, même diplômés, et des savoirs professionnels, des compétences métiers et des savoirs assez solides
pour affronter en réalité ce monde du travail qui est de plus en plus dur. Alors, comment en fait il va réaliser, donc il a fait sa réforme. Sa réforme, elle est inscrite dans son dossier de presse du 4 mai. Il y a 12 mesures emblématiques. Il a son service après-vente privilégié en la personne de Carole Grandjean qui fait la promotion de la réforme de Macron et qui répète à l'infini j'applique ce que dit le président, c'est extraordinaire, le président porte une réforme pour les enfants de pauvres. Alors, comment il va faire? Il s'appuie aussi, parce que bon, malheureusement, il est intelligent, il s'appuie sur une situation économique, sur des données aussi sur le travail qui sont un peu affligeantes. Avant qu'il arrive au pouvoir, il y avait 300 000 emplois non pourvus. Aujourd'hui, on est à plus de 1 million d'emplois qui sont non pourvus en France. Et c'est inédit. On peut le dire, on peut être d'accord sur ce diagnostic. C'est un problème. Après, c'est dans des secteurs d'activité très précis. C'est l'hôtellerie-restauration, c'est le soin à la personne, c'est le bâtiment, c'est le nettoyage, par exemple, dont des métiers extrêmement pénibles, aux conditions salariales souvent déplorables, qui fait que beaucoup de salariés qui sont aujourd'hui qualifiés désertent ces métiers-là tellement les conditions de travail sont déplorables. Mais quand on a une offre qui est supérieure à la demande, il y a une chose qui est intéressante, c'est que les salariés peuvent retrouver du pouvoir de négociation, surtout en période, dans une période de chômage comme on l'est actuellement. Et c'est vrai, dans l'hôtellerie-restauration, les branches professionnelles ont été obligées de lâcher, alors pas assez, hein, de lâcher sur des augmentations salariales. Dans le nettoyage, ils sont obligés, dans le bâtiment aussi. Alors c'est loin d'être à la hauteur de l'investissement des salariés sur ces métiers-là, qui sont des métiers extrêmement difficiles, mais c'est comme ça. Donc Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient directement en aide à des grands groupes financiers, je pense à Bouygues, McDo ou d'autres, et il va essayer. Il a un plan global pour empêcher que nous, on retrouve du pouvoir de négociation. Et là, dans son plan global, il y a trois lois. Enfin, trois dispositifs. Il a la loi travail avec une réforme du RSA, obliger des personnes les plus éloignées, les plus fragiles à travailler et pas obtenir une allocation. Mais Alexis, ça sera plus ton domaine. Évidemment, il va essayer de faire travailler les gens plus tard. Et on a eu cette réforme des retraites, elle arrive aussi dans ce contexte-là. Et puis, il y a la réforme des lycées pro, pour essayer de mettre les jeunes au boulot le plus vite possible, au détriment de leur qualification ou de leur diplôme. Or, on sait aujourd'hui, si on veut protéger la jeunesse la plus fragile, le diplôme reste le rempart le plus fort contre les risques du chômage. Alors, comment il fait ? Je vais pas rentrer techniquement dans la réforme, si vous avez des questions, on y reviendra. Il y a deux mesures emblématiques. Il y a la première mesure, c'est augmenter les stages. Plus ils seront dans l'entreprise et moins ils seront à l'école, plus ça sera de la main-d'œuvre gratuite, comme tu disais. Hein. Comme ça permet de donner un vivier aux grosses entreprises de travailleurs. Il y a l'apprentissage, comme tu l'as dit. Et au niveau des stages, quand même, l'année dernière, il y a eu une vraie mobilisation sur cette question d'augmentation des stages. Et là, l'intersyndicale a réussi à faire reculer Carole Grandjean sur son premier projet de départ. Mais je dis l'intersyndicale, mais je tiens aussi à rendre hommage à d'autres. Il y a eu des tribunes de chercheurs et de chercheuses. Ils sont très peu nombreux, Séverine, tu pourras peut-être le dire, à travailler sur le lycée pro, eux aussi. Il y a eu une vraie mobilisation des parlementaires aussi. Sans eux, on n'aurait pas réussi non plus. C'est-à-dire que la convergence des forces qu'on a mis dans la bataille a permis à Carole Grandjean de reculer sur son projet. Bien sûr, reculer, c'est pas renoncer. Et donc là, ça revient sur le tapis. Mais au lieu d'une augmentation de 12 semaines, on serait sur une augmentation de 2 semaines. Mais on va combattre encore. On va essayer de le faire ensemble. Hein. On va essayer de voir comment on peut construire un collectif tous ensemble. On vous fera des propositions aussi pour... justement, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. C'est un projet de société. Ils prétendent que c'est une réforme scolaire, mais c'est une réforme beaucoup plus large que la réforme scolaire. Et la deuxième mesure emblématique, mais je pense que tout le monde va en parler ici, c'est la réforme de la carte des formations. Aujourd'hui, dans les lycées professionnels, un jeune, quel que soit son lieu géographique, peut accéder à une formation à son métier, au métier qu'il décide,
partout sur le territoire. Bon, c'est pas encore l'idéal. Par exemple, il n'y a que 5 formations boucherie, alors qu'il y a une demande forte en boucherie chez les jeunes qui sont en lycée professionnel. Par contre, il y en a plein en apprentissage. Il faudrait l'élargir. Aujourd'hui, cette carte des formations, elle n'est pas assez large. Ça, c'est une réalité. Et il y a les filières tertiaires. Les filières tertiaires, c'est les filières où il y a le plus gros vivier de jeunes. Et pourquoi pendant des décennies l'éducation nationale a mis en place des filières tertiaires? C'est parce qu'elles coûtent pas cher. Vous imaginez bien, quand on met en place un atelier de soudure, il y a 3 énormes machines à plus d'1 million d'euros pour apprendre le métier de soudeur. Les lycées professionnels, il faut une classe, les secteurs tertiaires, une classe avec 15 ordinateurs, c'est bon. Donc vous voyez ce qui s'est passé pendant des années, il n'y a jamais eu d'ambition pour élargir les cartes de formation, réfléchir aussi à la division sexuée des filières, parce qu'on a quand même des filières très masculines, des filières très... Mais ça, tu le diras après. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça. Lui, ce qu'il veut, au prétexte de lutter contre le décrochage, au prétexte, et ça c'est honteux, au prétexte de dire les lycées pro fabriquent du chômage. C'est ça son argument. Les lycées pro fabriquent du chômage. Ils forment à des métiers qui ne recrutent pas. Alors déjà, première contre-vérité, nous formons à des métiers. Lui, qui a la responsabilité de l'emploi en France? Les employeurs publics, parce que être agent de la fonction publique, c'est 20% de l'emploi en France, et bien sûr les entreprises privées. Donc la responsabilité de l'emploi, c'est pas nous, c'est à l'extérieur. Donc au prétexte de ce slogan, en fait, il est en train de conduire une politique avec un slogan, il va dégommer, massacrer les filières tertiaires pour les remplacer par des filières, par une formation qui mène sur les métiers en tension. Donc vous imaginez, il est en train d'instrumentaliser en fait la vie globale d'un adolescent, mais sa formation professionnelle pour répondre à des besoins immédiats et de proximité des entreprises. Et ça, c'est insupportable. Mais pour lui, c'est du gagnant-gagnant, parce que, comme tu l'as dit, la loi de 2018, elle a complètement libéralisé le marché de la formation, et il y a énormément de CFA privés qui se sont montés, et notamment des grands groupes, mais qui ne trouvent pas de clients, parce que nos jeunes, quand ils sortent de 3e, ils préfèrent encore venir dans les lycées professionnels. Il y a cette culture de l'école qui n'est pas complètement encore dégommée, même si ça ne va pas tarder, si on n'y arrive pas à les empêcher. Les jeunes préfèrent aller en lycée professionnel. Et on voit émerger un CFA McDo, un CFA Chaussea, des grandes enseignes ouvrent des formations par apprentissage avec des titres professionnels qui correspondent à nos bacs pro. Donc, vous voyez la logique, il faut fermer le robinet du public pour que les jeunes aient 2 solutions. Soit ils vont sur des formations qu'ils n'ont pas choisies, nettoyage pour les filles, bâtiment pour les garçons. Soit, s'ils veulent vraiment passer un diplôme dans le tertiaire, ils vont aller alimenter de la main-d'œuvre gratuite chez McDo. Donc c'est ça, en fait, la philosophie complète de ce projet. Alors, je vais m'arrêter là. Ah oui. Cette carte des formations, il faut bien se dire, dans le code de l'éduc, qui a la responsabilité des cartes de formation? Ce sont les rectorats, c'est-à-dire l'éducation nationale, et les régions. Donc, quand il va y avoir ce massacre organisé, ces fermetures de filières professionnelles, clairement, on va regarder ce que font les régions et ce que fait aussi chaque parti dans les régions. On va arrêter de nous dire c'est pas notre faute, c'est l'éducation nationale. Aujourd'hui, les politiques dans les régions vont avoir un rôle particulier sur ces choix de fermeture et de non-fermeture. Alors malheureusement, on a rencontré un politique qui s'occupe de l'éducation au niveau de région de France. Ça ne nous a pas rassurés du tout. Alors, je termine, je vais conclure là-dessus. Ça nous paraît un rouleau compresseur, qu'on ne va pas y arriver, etc. Mais je crois, déjà, on ne sait pas comment va réagir la société, on ne sait pas comment, est-ce que les jeunes vont réagir ou pas, est-ce que, même moi, je ne suis pas rentrée encore, la rentrée, je n'ai pas vu mes collègues encore, est-ce que les collègues vont être remontés, vont être volontaristes dans la bataille ou pas? Ces questions-là, on ne peut pas les connaître aujourd'hui. Mais de toute façon, on va mener la bataille. On va la mener, évidemment, en intersyndical. Ça, c'est prioritaire. Et on va faire tout. C'est pour ça que je vous remercie vraiment sincèrement d'avoir une tribune sur le lycée pro ici. Il faut qu'on fasse tout
pour montrer que c'est un projet de société. Alors, je sais que vous, militants de la France Insoumise, vous avez des combats à mener de partout. Si vous reste du temps, n'hésitez pas à continuer à venir avec nous dans ce combat. Je sais que, en tout cas, vos représentants le feront comme d'autres, mais c'est très, très important pour l'avenir des jeunes. Je n'ai pas parlé des personnels, mais vous imaginez bien le massacre aussi quand on est prof de commerce. Il va falloir qu'on se reconvertisse en 6 mois ou je ne sais pas combien en prof de nettoyage, c'est pas possible. En termes de compétences métiers, on n'a pas ces compétences-là. Nous, on est d'anciens professionnels. On va obligatoirement baisser en qualité d'enseignement pour nos jeunes aussi. Voilà. Je peux enchaîner directement. Je vais mettre mon petit chrono pour me discipliner. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon? Ok, merci pour le retour. Alors, merci aussi pour cette invitation qui est une occasion pour moi d'évoquer la question du lycée professionnel dans un cadre, je vous l'avoue, dont je ne suis pas du tout familière, puisque j'ai plutôt l'habitude d'intervenir dans les cadres plus académiques. Donc voilà, c'est une première expérience pour moi, et donc je vous remercie pour cette première expérience. Alors, je vais ici discuter des contenus, des propositions politiques qui ont été faites par le gouvernement durant l'année qui vient de s'écouler. Je vais les discuter, comme ça a été dit, au prisme de 2 mythes très forts qui entourent le lycée professionnel. Le premier mythe, c'est celui de l'adéquation formation-emploi. Le second, c'est celui de l'entreprise formatrice. Alors, si je reviens sur les 3 grands axes de propositions du gouvernement telles qu'elles ont été formulées. Donc, un premier axe qui est relatif, Sigrid le disait, à la reconfiguration de l'offre de formation. Cette reconfiguration étant fondée sur l'idée qu'il existerait donc des voies de formation insuffisamment insérantes professionnellement et d'autres qui seraient supposément plus insérantes. Donc ça, c'est un premier point. Un second point, celui sur lequel, effectivement, le gouvernement a lâché, et c'est bien heureux, c'est la question de la densification des périodes de stage en entreprise pour les lycéennes et lycéens professionnels qui avait été envisagée dans le courant de l'année. Une troisième piste, une troisième proposition qui, là, va trouver très certainement une application concrète pour les lycéennes et lycéens professionnels, c'est leur rémunération des périodes de stage en entreprise. Alors, si on considère chacun de ces axes, je ferai peut-être un premier ordre de remarque quand même, c'est que ces propositions effacent complètement un des autres objectifs du lycée professionnel, fort depuis 2009, à la création du bac pro 3 ans, c'était de pouvoir proposer aussi aux lycéennes et lycéens professionnels une possibilité de la poursuite d'études. Dans toutes les propositions qui ont été formulées cette année, il n'est plus du tout question dans le débat politique, médiatique de ces priorités. Donc, on n'en parle pas, ça dit des choses du peu d'intérêt qu'on va accorder à cette priorité pourtant forte depuis 2009, même si elle avait des applications concrètes extrêmement compliquées. Donc là aussi, on pourra y revenir dans le temps de la discussion. Alors, je discuterai de chacun de ces 2 mythes, une adéquation possiblement parfaite entre le lycée professionnel et le monde du travail, la responsabilité appartenant au lycée professionnel de faire de la formation insérante professionnellement. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième mythe, je le disais, celui de l'entreprise formatrice, qui est un mythe extrêmement fort et qui est un argument. Ce sont 2 arguments qui sont extrêmement séduisants en réalité, qui sont mobilisés, quelles que soient les alternances politiques, en fait, parce qu'elles donnent l'impression qu'il y aurait une réponse simple à apporter à un problème que j'estime extrêmement compliqué. Alors, pour essayer de vous faire la démonstration de la complexité de ce problème, je vais revenir sur un certain nombre des apports de la sociologie, à la fois de l'école, mais aussi de la formation et du travail, parce qu'ils ont participé à révéler ou à relever des difficultés propres à ces propositions ou à ces argumentaires autour de l'adéquation formation-emploi ou de l'entreprise formatrice. Alors, une des premières difficultés, certainement, que révèlent ces mythes, c'est la difficulté à faire reconnaître la spécificité de l'enseignement-apprentissage en lycée professionnel.
depuis sa mise en école, qui apparaît après la Seconde Guerre mondiale, le lycée professionnel a quand même un objectif fort, c'est celui de former l'homme, le travailleur, le citoyen. On n'est pas le lycée professionnel a un objectif ambitieux au moment de sa mise en école et il ne vise pas à préparer des jeunes à apprendre des gestes de métier ou des techniques professionnelles qu'il s'agirait pour eux de mobiliser dans le cadre de tâches parcellisées. En fait, le lycée professionnel vise l'acquisition d'une culture technique. Une culture technique qui s'incarne dans l'apprentissage de gestes, d'usage et de fonctionnement des machines, l'apprentissage d'un travail sur de la matière d'œuvre, un apprentissage aussi sur et avec les vies humaines, si on veut bien considérer l'importance des secteurs des services, par exemple. Cette culture technique, elle s'incarne aussi dans un travail autour des conditions sociales du travail et des relations sociales qui en sont constitutives. C'est de ça aussi, c'est à ça aussi qu'on prépare les élèves en lycée professionnel. L'enseignement, les enseignements conjoints malheureusement, je ne suis pas certaine d'avoir une voix suffisamment dense pour pouvoir faire la balance avec l'autre côté. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'enseignement tel qu'il est promu en lycée pro, enseignement théorique, généraux, technologique et professionnel, sert normalement la transmission de cette culture technique. Cette culture technique, elle est effacée, on le voit, par la centration aujourd'hui sur la question des savoir-être ou des compétences relationnelles qui deviennent les seules compétences à travailler avec les jeunes. Ça vient complètement gommer la spécificité du lycée pro et de ce qu'il est supposé enseigner aux élèves, c'est-à-dire des savoir-faire de métier et des compétences techniques qui lui sont associées. Donc ça, c'est un élément qui est un impensé fort de l'enseignement professionnel. Un second problème contenu dans ces mythes est lié en réalité à la difficulté à considérer. Je vais essayer de parler plus fort, mais merci beaucoup. Il y a une sono agressive. Donc, la difficulté à considérer la réalité des trajectoires d'insertion des jeunes. En fait, la trajectoire d'insertion d'un jeune, elle est protéiforme, elle n'est pas linéaire. Elle alterne les périodes de stage plus ou moins longues selon les filières de formation suivies, les périodes de chômage, les périodes d'entrée dans l'emploi, précaires, plus ou moins stables, de retour en formation pour un retour encore en emploi. Donc l'insertion, la trajectoire d'insertion d'un jeune, c'est une trajectoire complexe et qui ne peut pas être simplifiée par l'idée qu'on a un diplôme et on va trouver un emploi mécaniquement correspondant à ce diplôme. Alors, un des autres problèmes, certainement, qui est un problème fort s'agissant c'est un peu la même chose que la question des trajectoires d'insertion professionnelle, c'est ceux qui sont relatifs aux critères d'embauche des employeurs. En fait, le critère d'embauche premier, c'est pas forcément le diplôme. D'accord, c'est pas le diplôme. Ça peut être éventuellement la question de sa compétence dans le métier, son expérience professionnelle acquise, son ancienneté. Donc là encore une fois, du côté de l'employeur ou de l'employeuse, ce qui va compter, c'est pas nécessairement d'abord le fait qu'on puisse avoir le bon diplôme. Donc ça, c'est quand même un élément important parce que ça vient rappeler que les critères de l'employabilité des jeunes qui circulent du système éducatif au marché du travail ne sont pas équivalents. Et de ce point de vue, c'est certainement les critères plus informels, donc en fait relatifs aux compétences relationnelles ou à des savoir-être qui vont venir déterminer l'employabilité plus ou moins grande d'un jeune. Alors, un quatrième... On ne peut pas augmenter là notre très bonne proposition. Alors, super, merci.
Alors, un quatrième problème est contenu dans l'idée même de refonder les cartes de formation. Hein, ce qu'on disait tout à l'heure, Sigrid l'a dit aussi, c'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse en fait, qu'on va proposer une offre de formation qui trouverait en face nécessairement de l'emploi. Donc là, il me semble que c'est une proposition gouvernementale qui est presque empreinte de naïveté. De nombreuses études ont effectivement montré que les entreprises elles-mêmes, et c'est certainement plus vrai encore pour le salariat d'exécution auquel prépare le lycée professionnel, est bien en peine pour déterminer ce que seraient des emplois d'avenir, de déterminer quels sont leurs besoins en termes de main-d'œuvre ou en termes de qualification. Ça, c'est complètement impensé dans les propositions gouvernementales qui sont aujourd'hui portées. On peut aller plus loin encore. Un autre impensé, c'est celui de s'intéresser à des territoires sur lesquels il n'y a pas de bassin d'emploi clairement identifié ou suffisamment dynamique. Je pense notamment aux territoires ruraux, à la démographie vieillissante, où si on suit la logique des propositions gouvernementales actuelles, on ne trouverait à proposer dans certains territoires que des formations au bac pro soins services à la personne. Ce qui laisse quand même ce qui nous laisse quand même imaginer ce qu'on offre comme horizon professionnels et horizons sociaux aussi pour ces jeunes qui sont majoritairement issus des milieux populaires. Il y a une autre question qui, pour moi, est presque une question une question fondamentale, elle est même centrale, elle est d'ordre moral et éthique, c'est-à-dire que les lycéennes et les lycéens professionnels sont des lycéennes et des lycéens comme les autres. À ce titre, si certains et certaines d'entre eux, beaucoup même d'entre eux, ont peu d'appétence scolaire, comme d'ailleurs beaucoup de lycéens généraux et technologiques, il n'en reste pas moins complètement acquis au principe du nécessaire allongement des scolarités, ce qui signifie qu'ils ont aussi des ambitions scolaires et professionnelles. Ils ont des ambitions scolaires et professionnelles, ils souhaitent accéder à des filières de formation qui les éloignent des conditions du travail les plus difficiles, les plus subalternes, et ils attendent d'avoir un métier qui les émancipe et qui leur donne une valeur aussi sociale et symbolique. Or, lorsqu'on enserre ou on enferme les trajectoires des jeunes dans des bassins d'emploi, on leur donne quand même moins de chances qu'à d'autres de s'offrir un horizon des possibles un peu plus dense, un peu plus large qu'on ne peut l'offrir à des lycéens généraux, à moindre mesure à des lycéens technologiques. Alors, du coup, la vraie question, c'est comment, dans cette perspective, on réussit à garantir un principe d'éducation juste pour tous, si on prend au sérieux un élément sociologique de base. Le lycée professionnel n'accueille pas n'importe quels élèves, en tout cas pour les filières de l'enseignement professionnel qui sont les plus nombreuses sur le territoire français, qui accueillent majoritairement des élèves issus des milieux populaires. Il est fort probable que la mesure qui a été proposée de la rémunération des élèves de leur période de stage vienne certainement encore entretenir le malentendu du côté des élèves, suivant lequel l'entreprise serait plus formatrice que le lycée professionnel, ce qui est, à mon avis, en soi questionnable. Donc, j'en viens au deuxième principe. J'y viendrai assez rapidement, en 2 minutes. Je m'excuse déjà d'avance du retard que je fais prendre. Alors, ce contour du second mythe, pour appuyer cette idée de l'entreprise formatrice, ce qu'on fait, c'est qu'on met en valeur les vertus de l'apprentissage. Et effectivement, si on regarde les données, des sortants d'apprentissage, ils ont une insertion dans l'emploi meilleure que les lycéens et lycéennes professionnels. Mais dire cela, c'est aussi gommer une autre réalité de l'apprentissage. Le travail de Priska Kergoat sur l'apprentissage l'a très bien montré. L'apprentissage trie, sélectionne et hiérarchise les individus. En d'autres termes, pour le dire autrement, ne va pas en apprentissage qui veut. Celles et ceux qui disposent déjà d'un capital relationnel qui leur permet de trouver un employeur. Celles et ceux qui sont issus des milieux les populaires mais les plus stabilisés. Les enfants dont les parents sont précarisés dans l'emploi sont les plus éloignés des possibilités même d'intégrer l'apprentissage. L'apprentissage ne sélectionne pas nécessairement sur de la performance scolaire, mais elle va sélectionner sur ses savoir-être ou sur ce capital relationnel. Pour le dire autrement, mécaniquement, si l'apprentissage sélectionne, le lycée professionnel reçoit ce que l'apprentissage ne veut pas. Donc le défi est encore plus grand du côté des enseignantes et des enseignants de lycée professionnel.
Alors, s'agissant là encore des vertus proprement formatrices de l'apprentissage, Sigrid le disait, le taux de rupture de contrat d'apprentissage est énorme et il ne peut que nous interpeller. 30% de rupture de contrat, alors j'ai pas tout à fait les mêmes chiffres, mais ça s'explique par le fait que j'ai peine à les trouver et qu'ils sont difficilement associables à un niveau de formation en particulier. De les trouver pour le CAP, pour le bac pro, c'est difficile, et surtout suivant les filières de formation considérées. Donc là aussi, plus les conditions du travail sont pénibles, plus le risque de la rupture de contrat est forte. Ce qui apparaît, en tout cas, c'est que les apprentis, lorsqu'on s'entretient avec eux dans le cadre d'enquêtes plus qualitatives, le disent. Les conditions du travail subalterne sont difficiles. Le travail n'est pas... En fait, ils sont cantonnés à des tâches qui ne sont pas nécessairement formatrices, ni d'ailleurs en réalité en accointance avec le métier qu'ils sont supposés préparer. On retrouve exactement la même chose chez les lycéennes et lycéens professionnels, qui lorsqu'on s'entretient avec eux, et je terminerai là-dessus, c'est un fait d'importance, au départ, ils nous disent toutes et tous, on préfère le stage que l'école. Parce qu'on y bouge plus, on est plus dynamique, etc., etc. Mais si on leur dit, et si on t'augmente le temps de stage, ah ben non, pas trop quand même. Quand même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on s'entretient avec eux sur le long terme, ils évoquent ces situations qu'évoquent aussi les apprentis, mais dont les lycéennes et lycéens professionnels sont certainement plus protégés par le biais du lycée professionnel. C'est-à-dire les conditions du travail les plus difficiles, subalternes. Je vous donnerai juste un exemple parce que j'ai travaillé ces dernières années sur le bac pro soins et services aux personnes et aux territoires dans l'enseignement agricole. Et en fait, ce qui apparaît très vite, c'est que au lycée professionnel se négocie avec les enseignantes et des enseignants les stages et se négocient les tâches les plus pénibles. Lorsqu'elles sont en EHPAD, par exemple, il y a des stratégies du côté des enseignantes ou des élèves pour éviter, par exemple, la toilette mortuaire ou les toilettes aux personnes âgées qui sont considérées comme les plus difficiles. Donc, vous voyez, il y a des stratégies en lycée professionnel qu'un apprenti ne peut pas espérer pouvoir mobiliser. Donc, il ne s'agit pas pour moi de dire que l'entreprise serait forcément maltraitante ou injuste, mais il n'en reste pas moins qu'en réalité, les logiques de formation du lycée professionnel ne sont pas les logiques de formation d'une entreprise, qui peut-être n'a pas de logique de formation, simplement parce qu'elle n'en a pas le temps ni les moyens. Donc voilà, il y a tout cet ensemble d'impensés qui sont très importants à déconstruire si on ne veut pas se laisser séduire un peu rapidement par le propos ou le mythe de l'adéquation formation-emploi. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Tout le monde m'entend bien ? Ouais ? Un peu plus fort. Bon, moi, je suis Olivier Salerno, je suis prof d'atelier en lycée professionnel à Nice, où j'enseigne les métiers du graphisme et de la communication visuelle. Et ici, je représente le collectif Préparons la riposte, qu'on a créé avec Armelle Briand et Germain Filoche, qui sont tous les deux profs aussi en lycée professionnel, un à Grasse et l'autre à Bobigny. On a créé ce collectif en novembre 2022, suite aux annonces très, très volontaristes d'Emmanuel Macron, parce que pour nous, cette réforme devait être connue bien au-delà du monde de l'éducation, dans le sens où il y avait deux choses assez nettes qui s'en dégageaient. Dans un premier temps, le retour de ce qui ressemble fort au travail des enfants, et la continuité de la casse de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à de la protection dans le monde du travail. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais dresser un profil un peu type de nos élèves. Beaucoup de celles et ceux qui s'orientent en lycée pro arrivent déjà très abîmés du collège. La plupart viennent de milieux très populaires, plus de 90% affichant des indices de position sociale inférieurs à la moyenne nationale. Leurs orientations ont souvent, pas toujours, mais souvent été subies. Même si beaucoup formulent des vœux vers des métiers qui peuvent leur plaire, s'ils viennent chez nous, c'est que leur parcours scolaire, la plupart du temps, ne s'est pas toujours super bien passé. Les savoirs du collège ne sont pas acquis, et les élèves ont souvent des problèmes de méthodologie qu'ils traînent depuis longtemps. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Ils ne prêtent pas de dot. Dans mes cours théoriques, par exemple, parce que même si je suis prof d'atelier, j'ai aussi des cours théoriques, j'explique, on échange, après on fait une petite pause, et là, je dicte mon cours. Beaucoup arrivent cassés en seconde avec un ressenti assez marqué vis-à-vis de l'école et de l'institution en règle générale. Il leur a manqué du temps au collège, sachant qu'on n'y redouble plus,
et que l'on fait passer les élèves comme des savonnettes de la 6e à la 3e, même si ça se passe mal. Ils sont bien plus jeunes qu'il y a une vingtaine d'années, où on entrait en lycée pro après avoir redoublé plusieurs fois. Aujourd'hui, on y rentre aux alentours de 15 ans. Et il faut avoir ça en tête quand on pense à des périodes de stage de 4 à 6 semaines dans différents secteurs, pour travailler sur un chantier ou s'occuper des personnes âgées, comme on l'a dit par exemple. Il y a donc un grand besoin de temps et d'attention. Et là-dessus, nos gouvernements successifs s'affairent depuis des années à casser un des outils qui pouvait encore réparer ces adolescents, qui, aux yeux de la loi, sont des enfants. Ce qu'ont fait les gouvernements, c'est qu'ils les ont orientés de plus en plus tôt vers le monde du travail. Le lycée pro est grignoté petit à petit depuis une quinzaine d'années, et la vérité, c'est qu'aucun bilan n'a été tiré des 2 précédentes réformes qui nous ont littéralement mis à genoux, en nous retirant, on l'a dit, une année complète de formation, puis plus tard, plus de la moitié des heures d'enseignement généraux. Et tout ça passe dans une indifférence quasi totale. Pourtant, le lycée pro représente un tiers des lycéens de France. Ça fait environ entre 600 et 700 000 élèves, mais comme ils viennent de catégories sociales populaires, bien, comme dans tous les autres domaines, ils sont sous-représentés dans le débat public. Et là, Macron nous annonce que le temps passé en stage par les élèves allait augmenter significativement, c'est encore dans les cartons quand même, alors qu'actuellement, ils font déjà 22 semaines de stage sur leurs 3 années de formation, ce qui n'est quand même pas rien. On n'est pas du tout éloigné de l'entreprise en lycée professionnel. C'est-à-dire que nos élèves qui voient leur temps passé au lycée se réduire comme peau de chagrin depuis des années, vont y passer encore moins de temps au profit du temps passé en entreprise. Donc pour résumer, on a des élèves de plus en plus jeunes, diplômés d'un bac pro light, qui cumulent des lacunes et à qui on retire progressivement et définitivement les moyens de s'en sortir. Car ce n'est pas l'entreprise qui peut remplacer l'école. Déjà parce que les patrons des petites boîtes ne veulent pas s'embêter avec des ados. Ça, c'est notre rôle à nous, les profs. Les patrons, ils sont OK pour des stages courts, mais à cet âge, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et on le voit, hein, les périodes de recherche de stage pour nos élèves sont très très stressantes. Ils se prennent refus sur refus dans leur démarche. Je parle des stages en lycée pro, parce que tu viens bien de le dire qu'en apprentissage, ce n'est pas le même profil d'élèves. Donc ils se prennent refus sur refus dans leur démarche, et c'est loin d'être rare qu'un gamin de 16 ans nous explique s'être fait jeter 10, 20 ou 30 fois par des entreprises différentes. Là, pour le coup, il la voit bien, la réalité du monde du travail. Moi, j'ai connu une époque, ça fait 20 ans que je suis enseignant, j'ai connu une époque où on faisait des exercices de mise en situation pour préparer nos élèves dans leur démarche. Aujourd'hui, on n'a plus du tout le temps de faire ce genre de choses. L'entreprise, elle est là pour donner une expérience. Dans un salon de coiffure, quand on a 15-16 ans, on accueille la clientèle, on passe le balai, on fait des shampoings, on s'occupe des stocks, mais on ne se lance pas directement dans une coupe de cheveux, ça peut bien se comprendre. S'exercer sur des mannequins de tête, rater, passer 3 ou 4 heures sur un dégradé ou par exemple sur une mise en pli, ça c'est dans les ateliers du lycée qu'on peut l'apprendre. Et on comprend bien là qu'en aucun cas l'entreprise ne peut ni ne doit remplacer l'école dans la formation. Parce que c'est une évidence, ce n'est pas en réduisant le nombre d'heures passées à l'école que l'on peut former correctement les futurs professionnels. Donc nos élèves ont besoin de temps pour s'instruire, se former, et s'ils le souhaitent, poursuivre leurs études après leur bac pro pour compléter leur formation, ou pourquoi pas, changer d'orientation. Alors, avant même de parler de projets désirables à construire, la première des revendications, c'est de rendre ce temps qui a été volé à nos élèves de bac pro, qui sont ceux qui en ont le plus besoin. Et moi, j'assume d'être sur une posture défensive. J'ai le t-shirt là avec écrit ZAD, zone à défendre. Parce que dans le sens où c'est une véritable spoliation à laquelle on assiste depuis des années. Et évidemment, il faut aussi déconstruire, ça a été fait avec vous deux, il faut aussi déconstruire l'imaginaire de Macron et son monde, à savoir que pour eux, l'enseignement professionnel doit se calquer sur le modèle du tout apprentissage, en remettant les enfants au boulot, et particulièrement ceux des milieux populaires. Loin d'être nouveaux, leurs arguments peuvent passer pour du bon sens, avec dans l'idée que pour certains gamins pour qui le collège a été compliqué, eh ben, travailler tôt, ça peut être une solution. Si on fait un rapide sondage ici,
je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde capable d'expliquer clairement la différence entre apprentissage et lycée professionnel, tel qu'on vient de le voir. Le terme apprentissage a une connotation positive dans l'inconscient collectif. Ça s'explique car beaucoup après-guerre ont pu se construire et évoluer grâce à ça. Ma mère, par exemple, elle a développé un savoir-faire hors pair en CAP couture floue, en passant d'abord par un apprentissage chez un grand couturier en tant que petite main. Quand on évoque ses souvenirs, lui viennent principalement ceux qui ont fait ce qu'elle est devenue. Et pour les personnes de cette génération, même si le quotidien était loin d'être facile, évidemment, les centres d'apprentissage permettaient de s'élever socialement sur le long terme. Et c'est l'historien Gérard Noiriel qui explique qu'il était la planche de salut de la classe ouvrière dans un contexte encore fortement industrialisé et pendant les fameuses 30 glorieuses qui permettaient une certaine perspective d'avenir. Mais aujourd'hui, le contexte économique a radicalement changé et quand on explique qu'un apprenti dépend de son entreprise et que la réalité de la petite entreprise est bien plus fragile et précaire que le ministère de l'Éducation nationale, eh bien ça change la donne. Il faut comprendre qu'un apprenti n'est pas scolarisé s'il n'a pas d'entreprise. S'il est confronté à un problème quelconque et qu'il perd son lien avec elle, il est tout simplement déscolarisé. C'est donc malhonnête quand on nous explique que l'apprentissage, ça marche, alors qu'on compare les apprentis du supérieur déjà diplômés et dans des cursus de type assistant en ressources humaines ou chargé de communication, avec des lycéens professionnels qui n'ont pas encore le bac et qui suivent des formations dans la restauration, l'industrie, l'artisanat ou les métiers du lien. D'un côté, on a des adultes qui ont déjà un bagage, qui font un vrai boulot, mais avec un statut de travailleur qui ne coûte quasiment rien à l'entreprise. Et de l'autre, on a des enfants sous statut scolaire qui font des stages. Comme ces gamines non expérimentées en bac pro ASAP, A2SAP, c'est l'accompagnement soins et services à la personne, quand elles se retrouvent face à des personnes âgées, en établissement sanitaire, dans un environnement stressant et soumis à une cadence de dingue. Car la réalité des chiffres, c'est que si on compare les lycées et les apprentis d'un même niveau en bac, 40% poursuivent leurs études en lycée pro, contre 9% en apprentissage. Et une enquête récente révèle que près de 40% des jeunes abandonnent ou sont éjectés de leur apprentissage en niveau bac pro. Moi, j'ai enseigné à Douai quelques années, dans le Nord. On avait un gamin qui était complètement paumé, déscolarisé, tout jeune, et qui venait de décrocher un apprentissage dans la restauration grâce au suivi de ses éducateurs. Le resto dans lequel il bossait, qu'il a accueilli d'une façon très correcte, a mis la clé sous la porte. Déscolarisation, retour à la case départ. Macron, il veut généraliser ce statut en annonçant 1 million d'apprentis pour la rentrée 2023. Et en augmentant en parallèle la dose de stage du côté lycée pro, qui seront maintenant rémunérés, histoire de faire se ressembler de plus en plus ces deux types de formations. Sachant qu'un apprenti égale un chômeur en moins, on voit ici que l'objectif, c'est de participer au plein emploi, précaire, coûte que coûte. Quasi gratuit pour les entreprises, puisque subventionné par les pouvoirs publics. Car l'apprentissage coûte très cher, bien plus cher que le lycée professionnel. Dans leur idée, la scolarité d'une grande partie des lycéens et lycéennes des milieux populaires, on le rappelle, des mineurs qui ne sont pas diplômés, dépendra de plus en plus du monde de l'entreprise et aura pour vocation de combler rapidement les emplois en tension. Moi, si je dis ça, c'est que Macron veut une employabilité rapide, efficace après le diplôme. Aller au boulot tout de suite, très jeune, sur des emplois en tension, avec un diplôme à minima, c'est ça leur projet qu'ils ont pour le lycée professionnel. Il faut mater la jeunesse, ça, on l'a vu au début de l'été. Et on va l'envoyer au boulot à l'ancienne. Macron, il l'a dit le 24 juillet à Nouméa. Il faut, je le cite, réinvestir sur notre jeunesse pour lui fixer un cadre. Alors de travail, ordre, progrès à la fin de la séquence des retraites, eh ben on l'a entendu, on est passé à ordre, ordre, ordre pour parler des jeunes des milieux populaires. Et il a réitéré dernièrement dans Le Point où il a dit qu'il fallait reciviliser une partie de la jeunesse. Et là-dessus, la nomination de Gabriel Attal en tant que ministre de l'Éducation nationale, grand penseur du SNU, le service national universel, et favorable au port de l'uniforme à l'école, ne fait que le confirmer. Alors j'ai en tête plusieurs choses que je mettrai en parallèle sur les derniers mois et les dernières années. Tout d'abord, le développement des écoles de production, qui sont encore un autre truc, un autre type de structure, privée, hors contrat, qui font bosser des gosses de 15, 16 et 17 ans, qui passent les 2/3 de leur temps à travailler gratuitement au sein d'ateliers scolaires pour des clients réels. On nous présente ça comme une alternative pour élèves décrocheurs, évidemment. Total veut les soutenir à hauteur de 60 millions par an. Peu nombreuses jusque-là, elles étaient 7 en 2000, 26 en 2018, et le projet, c'est de les multiplier encore par 4.
Également, un article de Regard que j'ai lu en mai dernier qui explique que le gouvernement australien veut figer l'âge minimum pour travailler à 13 ans pour des travaux légers. Et qu'en Italie, près d'un mineur sur 15 travaille dans la restauration, la vente ou l'agriculture. Il y a aussi ce post récent sur les réseaux sociaux en mode good vibe, sur les réseaux sociaux du Parisien, qui présente un gamin de 13 ans d'une cité de Seine-Saint-Denis qui bosse comme un dingue à vendre des smoothies sur le marché et qui est encensé sur les réseaux sociaux. Ou encore la déclaration d'Alexandre de Gignac, l'ancien PDG d'Air France, en 2015, qui s'est dit prêt à remettre en cause tous les acquis sociaux, y compris l'interdiction du travail des enfants et le droit de grève. Et là, les annonces de Macron qui projettent de payer les stages entre 1 et 2 € de l'heure en lycée pro, qui, on le rappelle, concernent les jeunes des catégories les plus populaires. Donc en gros, on propose un complément de revenus grâce à leurs gamins aux familles qui subissent le plus l'inflation. Tout ça fait beaucoup. Et je vous laisse imaginer que les situations de discrimination et de violence sexistes et sexuelles ruissellent en toute logique sur le monde de l'enseignement professionnel qui se rapproche de plus en plus de celui du travail. C'est régulièrement qu'on en est obligé de blacklister des entreprises où des jeunes filles se font harceler pendant leur stage. Idem pour les règles de sécurité. Les apprentis sont surreprésentés dans les accidents du travail. Pour 2021, c'est 12 000 accidents du travail, 180 nouvelles incapacités permanentes, 5 décès. 16 ans, écrasé par le tracteur qu'il conduisait pour son entreprise de paysagiste. 14 ans, écrasé par un mur en démolition sur un chantier. 18 ans, mort après avoir été blessé à la tête par un pont élévateur dans un garage. Carrément, avec Carole Grandjean, la réforme prévoit de placer nos élèves sous la double tutelle du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail. C'est un bond de 100 ans en arrière quand l'enseignement pro, qui dépendait du ministère du Travail, a été placé sous la protection de l'instruction publique. On nous parle d'un lycée pro agile et de portefeuille de compétences, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans l'expérience d'un métier, mais dans la validation de tâches que l'on valide au coup par coup. On ne parle plus ici d'un diplôme, d'un métier ou d'un savoir-faire, mais d'un parcours individuel avec des petites cases à cocher comme des lignes sur un CV au chapitre compétences supplémentaires. Et c'est raccord avec ce que l'on vit depuis des années dans le monde du travail et qui va s'accentuer avec la réforme de l'assurance chômage, puisqu'on est dans le retour des tâcherons et du paiement à l'acte. Olivier ? Oui. Je me permets de dire, c'est 14 000 200. Je vais aller vite. C'est super intéressant. Avec des chômeurs obligés d'accepter n'importe quel boulot pour lesquels ils ne sont pas qualifiés, afin de toucher les indemnités auxquelles ils ont pourtant droit. Le tout dans un contexte de casse des statuts, d'ubérisation, de CDD, d'intérim, d'auto-entrepreneuriat. A l'inverse, prendre le temps d'apprendre un métier à quelqu'un et reconnaître son expérience, c'est rémunérer sa qualification et l'inscrire dans un processus d'évolution et de protection. Mais c'est aussi s'inscrire dans une reprise en main collective du monde du travail. Depuis le temps, on le sait, Macron ne parle ni d'industrie, ni de travail, ni de planification, mais plutôt de start-up et de fiscalité. Donc en toute logique, sa vision de la formation va avec. Leur projet est d'ouvrir et de fermer des formations en fonction des besoins en emploi, on l'a vu, les emplois locaux amenés à changer au fil des évolutions économiques très incertaines, à l'élève de s'adapter en déménageant ou, et ça c'est beaucoup plus probable, en renonçant à une formation qui n'existera plus près de chez lui. C'est dingue de devoir le préciser, mais les formations doivent être réparties le plus équitablement possible entre académies, dans les villes et en ruralité, pour une égalité d'accès la plus juste possible. En gros, c'est ce qu'on appelle le service public. Car aucun groupement d'entreprises privées n'a la capacité de se substituer à l'État pour planifier et organiser sur le long terme la carte des formations sur le territoire. C'est à mettre en perspective avec les annonces sur le permis de conduire à 17 ans, sur lequel je n'ai pas d'avis particulier, sauf que précisément l'État financera celui des apprentis et des lycéens professionnels, ce qui leur permettra de se rendre au boulot. Quant à la place du handicap en milieu scolaire, beaucoup d'élèves en situation de handicap s'orientent ou sont orientés chez nous. Plusieurs raisons à cela, mais avec comme constat un tri qui se fait dès le collège. Ce n'est pas satisfaisant, mais c'est une réalité. Et on fait le boulot car, comme toujours, le lycée pro accueille tout le monde. Comme il le peut, mais il accueille. Souvent sans moyens, à la bonne volonté des équipes, variable selon les établissements, mais globalement, de façon empirique et sans réelle formation, les équipes intègrent. Avec cette nouvelle version d'un enseignement professionnel, utilitariste et rentable, la question va se poser, que va-t-il se passer ? Où nos élèves qui sont dans ces situations vont-ils pouvoir s'orienter ? Devra-t-on parler de structure avec une vision rentable du handicap ? Est-ce qu'on assistera à un retour en arrière, après de très timides avancées dans le domaine ? Dès janvier, toutes les luttes ont été mises entre parenthèses pour le mouvement contre la réforme de retraite. Et le 17 avril, lors de son allocution à la télé, qui devait lui permettre de passer à autre chose,
Macron a remis sur la table le chantier de l'enseignement professionnel qu'il inscrit dans une politique générale sur le travail. Je le cite. « D'abord le chantier du travail, je veux désormais engager la réforme du lycée professionnel. » Voilà, la même phrase. Macron ne passe donc pas du tout à autre chose en plaçant un tiers des lycéens dans le champ du monde du travail. Il est dans la continuité de son projet sur la retraite, faire trimer les gens de 15 à 64 ans et plus. Pour conclure, c'est un dessin de Sanaga qui a pas mal tourné, qui est le plus parlant, je trouve. On y voit Macron présenter 2 jeunes à un patron en lui disant « À la place d'un salarié au SMIC, je vous propose un allocataire du RSA en insertion plus un lycéen en stage, et c'est l'État qui paye. » C'est pourquoi il est impératif de s'intéresser de très près à cette réforme, de la mettre au centre des discussions dès maintenant, qu'elle soit dans toutes les têtes. Casser la formation des jeunes, c'est casser la suite des parcours. Le monde politique et syndical dans son ensemble doit continuer de s'emparer de ce sujet si on a vraiment la prétention de parler de la valeur travail. Si les gens en France doivent vivre correctement de leur travail, alors celui-ci ne peut pas être envisagé autrement qu'en parlant de métier et non pas d'emploi, dans une perspective d'évolution tout au long de la vie professionnelle, et ça, dès la formation. Voilà, merci. Bon, il me revient d'être le dernier de cette série de brillants oratrices et orateurs. Énormément de choses ont été développées. Moi, je voudrais insister sur le fait que si vous êtes venu là, c'est que vous partagez la gravité, le sentiment de gravité de ce qui se passe. Et l'interpellation que vient de faire Olivier, faisons-la y compris à nous-mêmes. Et si des amis jeunes sont dans la salle et qui animent les jeunes insoumis, il faut comprendre que ce dont nous parlons, c'est que c'est une offensive de masse et de classe. Car ce dont nous parlons, c'est essentiellement de la jeunesse, la jeunesse issue des milieux ouvriers et populaires et la future classe ouvrière. Donc un tiers de la jeunesse scolarisée est visée par une réforme sans que l'on en discute à l'Assemblée nationale. Quelque chose qui est de masse et qui vise en particulier, je crois que près de 60% des enfants de l'enseignement professionnel sont issus des milieux les plus défavorisés alors qu'ils ne sont que 20% dans les filières générales. C'est ça l'enjeu. Il frappe la jeunesse ouvrière, et je crois qu'une organisation de jeunesse, et les organisations de jeunesse, devraient aussi se saisir avec les mots de la jeunesse des enjeux qui sont en cours. Deuxièmement, nous, France Insoumise, nous défendons l'enseignement professionnel. Autour de la table, moi, c'est mon métier. Je suis PLP, professeur de lycée professionnel lettres-histoire. Pourquoi nous défendons l'enseignement professionnel? Et Olivier a bien fait de rappeler une chose. L'excellence de la voie professionnelle ne nous empêche pas de voir que depuis des années, les élèves en difficulté, fracassés par beaucoup de choses, en crise personnelle, en crise sociale, au niveau du collège, quand ils ont des difficultés, sont broyés par un système qui ne règle pas leurs problèmes et qui dit « va dans l'enseignement professionnel ». Nous avons besoin d'un enseignement professionnel pour avoir une main-d'œuvre qualifiée face aux défis écologiques, sociaux. Mais l'enseignement professionnel n'a pas les moyens aussi souvent de régler les problèmes de nos élèves qui, pour certains, sont là par relégation et mépris social. Quand j'étais jeune enseignant, mon lycée était à côté de la fac de Saint-Denis, les élèves voyaient la fac. Et les élèves m'ont dit « Monsieur, vous avez fait des études supérieures ?» Je dis « Oui ». Il dit « Alors pourquoi vous venez avec nous, les imbéciles ?» Je dis « Pourquoi vous dites ça ?» Il dit « Nous, à l'école, nous, on est là parce qu'on nous a dit, si t'es nul, tu finiras dans l'enseignement professionnel. » Et ils avaient le sentiment de finir dans l'enseignement professionnel. Donc on va défendre l'enseignement professionnel, mais aussi, si nous étions en responsabilité, se dire que dans la grande réforme que nous ferons, sortir de cette idée que l'enseignement pro n'est pas là pour soigner nos élèves en difficulté. Je suis un élu d'un département où il y a 4 médecins scolaires pour 350 000 gamins. Nos enfants, les filles ont besoin qu'on les aide, notamment dans des problèmes personnels. J'ai eu des élèves qui partaient et qui décrochaient parce qu'elles étaient enceintes et que c'était pas simple de trouver une solution. Des élèves qui ont des problèmes de vue, des problèmes d'audition, etc., etc. Bon, ça c'est l'aspect global. Mais oui, il faut défendre la voie professionnelle. L'enjeu, Sigrid l'a bien dit. Bon, j'imagine que dans la salle, vous connaissez l'enseignement pro, mais vraiment, pour ceux qui découvrent un peu le débat, comprenez bien qu'il y a des jeux de mots. Souvent, on vous dit, on défend l'apprentissage, tout le monde veut... Ils veulent surtout privilégier les CFA, la formation en apprentissage. Nous, on parle, nous, on défend
la voie des lycées professionnels, la formation publique initiale, professionnelle, mais dans lequel on apprend de l'histoire, on apprend des maths, parce qu'on pense qu'un travailleur doit être non seulement fort sur sa technique et son métier, mais doit aussi savoir l'histoire du pays, la Révolution française, la Ve République, la guerre d'Algérie, que sais-je, un nombre de sujets. Il doit aussi quand même savoir avoir des maîtrises de fondamentaux mathématiques. Pourquoi pas continuer à travailler une langue étrangère qui n'est pas seulement la langue de sa propre famille, etc. Parce qu'on en a besoin. Et je dirais même que du point de vue du patronat, ils en ont aussi besoin. Parce qu'un crétin, c'est dangereux sur un atelier. Par contre, un type qualifié, il a effectivement toute une série de capacités d'évolution dans sa carrière, etc. L'enjeu est une affaire de gros sous. La taxe professionnelle, ça représente plus de 2 milliards. C'est un impôt, les entreprises payent, mais elles choisissent vers quoi elles orientent cette taxe professionnelle qui a vocation à participer à la formation. Et je crois que c'est près de 60% de la taxe professionnelle qui part vers les CFA, mais qui pourrait partir vers les lycées professionnels. Vous voyez l'enjeu? Donc c'est le patronat qui paye, mais qui veut aussi choisir quel type, en vérité, de formation professionnelle il fait. Et nous, bien sûr, je schématise et je glorifie les choses, mais il y a quand même dans ce pays, ça a été rappelé, au lendemain notamment de la Seconde Guerre mondiale, l'idée d'un enseignement professionnel où c'est aussi souvent des ouvriers sortis du rang qui devenaient profs et qui transmettaient un métier, qui transmettaient la précision et la beauté du métier, mais aussi l'histoire ouvrière du métier. Et y compris, on retrouvait la particularité que dans ce seul secteur de l'enseignement professionnel, pour ceux qui connaissent le système d'éducation, il y avait la grande FEN, Fédération de l'éducation nationale, qui syndiquait les profs, mais dans l'enseignement pro, il y avait aussi la CGT. Parce que souvent, les professeurs de lycées professionnels étaient des anciens ouvriers. Et ils transmettaient vis-à-vis de leurs élèves la nécessité aussi de se syndiquer, de défendre au niveau du salaire, etc. D'accord? Il y avait cette mémoire-là. Et même moi, je ne suis pas si vieux que ça, je suis encore jeune, mais quand même, j'ai passé le concours en 94. C'était un UFM, un ancien ENA. Les profs qui nous enseignaient le métier étaient des gens qui avaient cette mémoire ouvrière, y compris dans la formation pour devenir enseignant. Vous voyez l'enjeu? L'enjeu, c'est un enjeu de classe aussi. Parce que si vous formez la classe ouvrière, il y a un enjeu à ce que les profs, non seulement, je répète, apprennent des savoirs fondamentaux, mais font comprendre à la jeunesse où ils vont aller. Et le rôle social qu'ils vont jouer et la possibilité sociale et politique qu'il y a éventuellement de résister et de s'émanciper à travers toute une série de choses. Donc c'est un enjeu idéologique fondamental, un enjeu social fondamental, un enjeu financier fondamental. Donc on en est là. À partir de là, ça a été dit, l'offensive est menée directement au plus haut niveau de l'État par Emmanuel Macron. Quand il y a eu la fin de la bagarre sur les retraites, il a repris la main, il a dit les 100 jours d'apaisement, les grandes réformes. La première chose qu'il a citée, c'est l'enseignement professionnel. Là, vous avez ce document magnifique dans un journal que je vous interdis d'acheter, Le Point. Je vous interdis d'acheter parce que je suis en procès contre lui. Mais ce publi-reportage d'Emmanuel Macron, qui par ailleurs, là je fais un petit écart, mais quand même, d'un point de vue citoyen, quand c'est présenté, je lis ça parce que, bon, Macron, la grande explication, c'est un journal dans lequel on vous dit, à l'occasion de cette interview, le président de la République révèle ce qu'il compte faire de son second mandat. Je dis ça au passage, on est quand même dans un système politique où on accepte l'idée que le président, faut lire un journal pour qu'il nous révèle ce qu'il compte faire de son second mandat. Normalement, c'est les citoyens qui lui disent ce qu'il doit faire. Hein. C'est pas lui qui doit nous le dire en achetant un torchon de la sorte. Bon, alors je reviens. Il y a dans le passage qui est long sur l'enseignement professionnel quand même des choses qui montrent un mépris de classe qui a été évoqué par les précédents orateurs. Par exemple, il dit, il y a des hypocrisies. La grande hypocrisie consiste à se féliciter d'avoir 80% d'une classe d'âge au bac. Or, un tiers de nos lycéens sont en lycée professionnel. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Wow, vous dites tout ça, mais enfin, il y a quand même une partie, c'est du bac pro. Hein. Sous-entendu, c'est pipeau. Tu vois, le mépris de classe du mec. Alors que moi, je pense que oui, un bachelier professionnel, c'est un bachelier. Bon, ensuite, il dit, on a fermé les yeux sur la situation. Il y a une situation... Non, il n'a pas fermé les yeux. Je demandais à Sigrid, qui connaît ça mieux que moi, Blanquer, c'est 2500 suppressions de postes dans l'enseignement professionnel. Blanquer, quand il était sous la direction comment il s'appelait celui-là, d'Arcos, sous Sarko, ils ont supprimé une année avant le bac pro. Quand j'étais prof, quand j'ai commencé, c'était 4 ans pour obtenir le bac. Ils l'ont passé à 3 ans, avec les savoirs en moins. Donc on n'a pas rien fait sur l'enseignement professionnel comme le croit M. Macron. Ils ont agi, lui et ses amis, pour affaiblir la formation des gamins. Supprimant des postes, fermant des lycées. Rappelle-moi le chiffre de fermeture de lycée actuellement. Il y en a 6 à Paris et 10 dans le Grand Est. 6 à Paris, 10 dans le Grand Est et dans les... Bon,
Là, quand on ferme les lycées, souvent, vous l'avez compris, c'est pour aller vers l'apprentissage, avec des formations en alternance. C'est pas la même chose. Donc, c'est des enjeux fondamentaux. Donc, il faut mener cette bagarre et en comprendre, pas seulement d'un point de vue corpo, défendre, c'est comprendre l'enjeu qui est en cours, qui est un enjeu fondamental. Alors, dans ce cadre-là, qu'est-ce que c'est? Parce que c'était le but de mon rôle. À moi, il me reste quoi? 3, 4... Qu'est-ce que c'est qu'on défend? Nous, on défend cette vision-là d'un enseignement professionnel, en n'étant pas naïf sur les difficultés qu'ils rencontrent. Hein, souvent, je sais bien discuter avec des copains, ils disent leurs propres enfants, ils disent moi, j'aimerais pas que mes gamins ils aient dans l'enseignement pro, parce que l'enseignement pro, il est abîmé actuellement. Et que souvent, on connaît le système. Que quand un gamin est en difficulté, on lui proposera rien. Rien, si ce n'est va dans l'enseignement pro. Moi, ma deuxième fille a été une décrocheuse scolaire sans précédent. Genre, on en a pleuré. On te propose rien, si ce n'est aller dans l'enseignement pro. Et évidemment, elle a décroché dans l'enseignement pro. Donc on peut, nous aussi, travailler à l'idée qu'un gamin en difficulté, il faut un système. L'éducation nationale est un formidable système de masse, mais assez faible quand des gamins sont en difficulté, souvent dans un moment de crise personnelle. Donc je défends l'enseignement pro, mais je suis pas, je vous joue pas de la beauté du truc. Je sais toutes les violences qui se concentrent là-dedans, pour les enseignants et pour les élèves eux-mêmes. Mais une fois qu'on a dit ça, je défends l'idée, effectivement, qu'il y a des filières générales, mais il y a aussi une voie professionnelle qui peut aller d'ailleurs jusqu'à l'enseignement supérieur et au plus haut niveau, parce qu'il y a des métiers qui nécessitent des compétences professionnelles et qu'à partir après le collège, si des gens le décident, et ça peut aller très loin. Et nous, vous avez entendu Mélenchon le dire mieux que moi, nous qui sommes pour la transition écologique, les métiers, notamment l'utilisation de l'énergie maritime, etc., il y a là un vecteur de développement de l'enseignement professionnel. Alors c'est parmi nos propositions, notamment la construction de lycées professionnels, notamment sur le terrain maritime, qui peut être extrêmement positif. Parce que le but de mon propos était de vous dire ça. Nous, on est pour, premièrement, mettre les moyens dans l'enseignement professionnel. J'ai évoqué les 2 milliards d'euros de la taxe d'apprentissage qui part vers les CFA, mais il faudrait reprendre tout ça et mettre plus de moyens dans l'enseignement pro, notamment à travers toute une série d'équipements de qualité, parce que souvent aussi les machines sont assez usées, sont anciennes, elles datent d'il y a 15-20 ans, etc., ce qui pose quand même toute une série de problèmes. Ça commence par là. Nous sommes favorables à une allocation d'études. Vous avez compris l'astuce, ils vont faire passer leur réforme en disant « ouais, mais les gamins vont être payés ». Les gamins, ils galèrent tellement que je suis persuadé que certains vont dire « ah ben ouais, s'il y a 200 ou 300 euros à prendre, ils vont les prendre, hein ». Bon, sauf que là, il y a un petit souci, ça a été dit. Premièrement, c'est de l'argent public qui va servir à ce que... Et deuxièmement, je vois bien l'évolution du truc. À partir du moment où il est payé, le patron, il va plus être dans un rapport j'ai un petit stagiaire, je le paye, donc tu bosses. C'est autre chose qui est en train d'avoir lieu. Là aussi, on va assister à des choses qui font basculer comment dirais-je, autre chose dans le rapport. Normalement, c'est un temps de formation, le stage. Un temps de formation. Qui, par ailleurs, souvent, avouons-le, moi, quand j'étais prof, les entreprises qui nous aidaient à prendre des gamins, qui sont des gens plutôt des patrons de bonne volonté, nous le faisaient pour nous rendre service, étaient parfois un peu embêtés parce qu'ils n'ont pas toujours le moyen de former les gamins. Ils cherchent à leur faire des trucs, c'est pas simple. Bon. Donc le rapport va changer s'il y a de l'argent qui rentre en jeu. Je me fais comprendre, j'ai bien compris l'astuce qui va avoir lieu. Mais attention, nous on est pour une allocation d'études qui permet à des gamins de ne pas aller bosser à McDo ou pas faire des petites conneries à côté pour avoir du pognon. 1063 €, c'est ce qu'on propose. Mais pour qu'il ait le temps d'étudier, pas une espèce de mini-salaire au rabais payé à je sais pas trop combien, des taux horaires absolument ridicules, pour que quand même le patron se dise, bon, j'ai une petite aubaine, comme il est payé, on va le faire un peu plus corvée qu'auparavant. Et ne plus être dans ce rapport de formation. Bon, on n'est pas rentré dans le détail technique. L'évolution là, des bureaux des entreprises qui est en train d'avoir lieu est une arnaque complète. Avec en plus là aussi une démonstration de l'ignorance totale. Parce qu'actuellement, il y a des collègues, c'est quoi à chaque fois j'oublie le sigle, là, les DDFT, c'est ça? Bon, il y en a dans la salle. Je veux dire, et je les salue, mais il y a des collègues, ils font ça depuis des années, ils font le boulot, c'est leur boulot. Et chercher des entreprises, avoir ce lien avec les collègues. Le mec, il découvre à faire un bureau des entreprises. Pourquoi? Ça existe déjà. Mais quand on entend le profil qu'ils nous décrivent, quelqu'un qui vient de l'entreprise, qui évidemment va plus être dans le même rapport que nous vis-à-vis des employeurs, et qui va chercher où est-ce qu'il y a du taf, etc., et qui va mettre la pression pour que là où il y a du taf, et ça a été magnifiquement décrit par Sigrid, pour quelle raison on n'arrive pas à recruter, c'est que souvent c'est les boulots les plus difficiles, etc., et on va mettre la pression pour qu'ils aillent là. Donc on est là face à une difficulté. Donc je reviens à mon propos. Nous sommes pour mettre des moyens, si nous étions en responsabilité dans l'enseignement professionnel. Nous défendons l'honneur et l'utilité de la voie professionnelle. Nous sommes favorables à ce que les gamins bénéficient d'une allocation d'études qui leur permet
émancipés de toutes les pressions extérieures, de pouvoir étudier et pas devenir une espèce de salarié au rabais. Nous serions favorables à ce qu'il y ait des créations d'internats de proximité parce qu'il y a aussi sur certaines filières une difficulté de gamins qui ne peuvent pas choisir complètement la voie professionnelle qu'ils aimeraient en raison de cette difficulté-là. Nous serions pour créer 8000 classes supplémentaires dans les lycées professionnels. Nous sommes pour rétablir le bac pro en 4 ans. Voilà les axes forts sur lesquels nous sommes. Mais je voudrais insister sur le fait que... J'ai du temps ou j'ai terminé? Voilà. Combattez l'idée, parce que la ministre me l'a répété à l'Assemblée nationale, qu'il faut rapprocher l'enseignement pro de l'entreprise. C'est faux. Tous les diplômes de l'enseignement professionnel sont décidés et discutés dans des commissions paritaires avec les branches patronales actuellement. Si quelqu'un vous dit ça, d'entrer dans votre cerveau, écrivez « Crétin, tu ne connais rien ». Et quand Macron dit ça, il ne connaît pas. Les diplômes professionnels sont décidés avec les branches professionnelles. Cette idée qu'on fait des diplômes qui n'ont plus rien à voir avec le métier, ce n'est pas vrai. C'est faux. Ça, c'est faux. Donc, baratin. Cette histoire du rapprochement avec le milieu de l'entreprise, ça n'est pas... D'ores et déjà, cela existe. Deuxième chose, parce que Emmanuel Macron le répète, il dit... ils ont une idée méprisante que... et Emmanuel Macron le répète, tout le monde n'a pas vocation à aller dans l'enseignement professionnel. Bien sûr que tout le monde n'ira pas dans l'enseignement supérieur. Bien sûr que tout le monde n'ira pas dans l'enseignement supérieur. Bien sûr que tout le monde n'ira pas à l'université. Mais moi, je défends l'idée qu'un gamin qui est passé par l'enseignement pro, il puisse aussi aller dans l'enseignement supérieur et éventuellement à l'université. Tous le feront pas. Mais je vois bien la petite musique qui est en train de se mettre en place qui vise à dire non mais ils sont pas faits pour ça, ils sont un peu limités, déjà on les a portés jusqu'au bac, restons dans là. Ce n'est pas vrai. Je connais personnellement des gamins qui étaient des élèves de lycée pro, qui sont devenus par la suite, après avoir eu un bac pro, qui sont allés à la fac et qui ont fait totalement autre chose d'ailleurs que le diplôme qu'ils préparaient et qui ont fait des études supérieures. Pas tous, bien sûr, mais ils existent. Et il ne faut certainement pas leur fermer les choses, à la fois matériellement par des réformes, mais en plus de développer l'espèce de discours idéologique comme quoi, comme le fait Emmanuel Macron dans l'interview du Point, que je vous interdis d'acheter, mais lisez-le parce que c'est quand même assez éloquent. Bon voilà, j'arrête de m'échauffer, mais je suis content que vous soyez nombreux. C'est une bataille qu'il faut mener, qu'il faut rendre publique. Je l'ai dit, il est quand même saisissant que sur un tel enjeu, les députés n'en parlent même pas. Il n'y a pas de discussion à l'Assemblée nationale. Nous avons seulement obtenu, grâce à Béatrice aussi qui nous aide, que la commission d'éducation a finalement accepté l'idée de recevoir les organisations syndicales pour que vous puissiez être entendus par les membres de la commission éducation. Et la ministre chargée de la chose, Madame Grandjean, est venue aussi nous expliquer ce qui était en place. Point final. Là aussi, d'un point de vue démocratique, je le répète, c'est quand même incroyable de se dire que cette affaire n'est pas discutée, n'a pas été d'ailleurs un des enjeux de la campagne présidentielle, et va accessoirement, mais vous aurez compris que l'accessoire a une pointe d'ironie, bousculer la vie de près de 30% d'une classe d'âge. Bon, là, je crois qu'on est par tous les bouts. Agression sociale, agression démocratique. Enfin, là, il y a un sujet politique qu'il faut prendre à bras-le-corps, qu'il faut utiliser dans nos bagarres. Et je le répète, je pense que de différentes façons, à la fois en aidant les collègues qui peut-être se mobiliseront, et que la jeunesse aussi peut peut-être réfléchir à des tracts, à une organisation de cette jeunesse-là qui doit défendre son droit à la formation. Voilà, je vous remercie. Alors, on va donc passer aux questions et je vais être très stricte avec 2 minutes maximum pour qu'on puisse ensuite redonner la parole à nos intervenants. Donc, pas de tunnel, s'il vous plaît. Voilà, je vous ferai des grands signes. On va commencer. Ils ont beaucoup parlé. Non, je rajouterai rien. Tout ce que j'ai entendu sur l'enseignement pro, c'est parfait, je suis d'accord. Mais en tant que militante politique, c'est sur la vision de l'enseignement. Bon, je suis pas sûre, ça me dérange. Défendre l'enseignement pro me paraît pas l'unique voie. Déjà, il faudrait... Pourquoi on fait faire du français aux élèves qui sont en bac pro et on ne fait pas faire de la mécanique, du nettoyage aux élèves qui sont en filière générale. Personnellement, je suis pour une obligation de scolarité jusqu'à 18 ans, identique pour tous les enfants, qui leur permettent d'avoir un bagage non seulement
littéraire, mathématique, scientifique, mais aussi professionnel. C'est-à-dire que je voudrais bien qu'on revienne à de l'enseignement ménager, pour les garçons et pour les filles, hein, à de l'enseignement réellement manuel, à de l'enseignement technologique. Parce qu'il me semble que si nous, on ne défend pas politiquement ça, on est à côté de la plaque. Et que le but, c'est que tous les gamins soient scolarisés jusqu'à la majorité et qu'ensuite, ils choisissent comment ils se professionnalisent en tant que jeunes adultes et avec les droits des jeunes adultes qu'ils seront. Alors, j'ai vu une question là-bas. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces exposés. J'ai une question, enfin une demande en direction de Sigrid. Si tu pouvais nous dire un mot de l'articulation entre la réforme du lycée pro et le fameux pacte. Bien sûr, sans rentrer dans la technique, mais c'est vrai que dans le pro, vous prenez quand même un mur largement pire que ce qu'on prend en général les technos. Rapidement, petit témoignage de la part d'un secrétaire de section SNES dans un lycée polyvalent. Donc on a à la fois une section professionnelle, un lycée général et technologique. Dans la section pro, c'est super dur de mobiliser puisqu'il y a énormément de précarité, énormément de contractuels, ça n'aide pas. Alors comme on est dans le tertiaire, ça bouge un peu plus parce que le danger est très très fort. Et puis c'est dur de faire bouger les collègues du général et techno en solidarité avec le pro. D'où l'importance des élèves. Et dont un appel vraiment au GA de la France Insoumise, aller devant les lycées pro. On a connu un super moment quand Louis Brouillard et Rachel Keke sont venus planter un barnum devant notre lycée, parler avec nos élèves de la réforme du lycée pro, y compris, ça leur permettait pour beaucoup une forme de projection. Et se dire que quelqu'un comme... qui a l'âge de Louis, quelqu'un qui a le parcours de Rachel, peuvent devenir députés. Ça les aidait aussi, je pense, à se projeter dans d'autres perspectives professionnelles que ce qu'on leur raconte d'habitude. Bonjour, alors merci pour l'atelier. Alors moi je suis conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes et je peux vous dire oui, au niveau des régions ça va être une bataille mais aussi puissante qu'au niveau du gouvernement. Alors moi je suis en Auvergne-Rhône-Alpes, alors juste pour vous dire, le schéma régional de formation emploi, il s'appelle Former pour l'emploi. Voilà. Donc au-delà qu'on a 70% de baisse, en plus ça va que à l'apprentissage. Le danger des écoles de production, oui, parce que le pognon il est en train d'aller là-dedans dans la création et c'est extrêmement dangereux. Et moi, je voulais dire aussi qu'au niveau des études professionnelles, oui, mais on avait quelque chose dans le programme et je pense qu'il faut le faire dire aussi, c'est la possibilité que quand on a un bac professionnel, d'aller en IUT, BTS, licence pro et école d'ingé et aller réformer les écoles d'ingé pour que ça soit adaptable et pas que pour les gens qui ont fait des écoles de prépa parce qu'on en a besoin. Et enfin aussi pour tuer un mythe sur en fait qui manquerait dans certains secteurs de l'emploi, dans tous les métiers techniques, il manque. On manque de chauffagistes, on manque de tourneurs-fraiseurs, à tel point que des patrons d'entreprises sont en train de faire des chasseurs de tête pour aller trouver des tourneurs-fraiseurs dans des entreprises. Donc, c'est plus les ingés qu'on cherche, c'est les tourneurs-fraiseurs. Et par rapport à ça, et aussi dans les collectivités territoriales, hein, nous, on a eu un plan des ingénieurs et des techniciens à la région où pas une fois le bac pro a été cité, donc j'ai fait un amendement qui a été refusé. Mais juste pour avoir regardé les chiffres, juste en Auvergne-Rhône-Alpes, il manque 500 emplois de techniciens dans des collectivités territoriales. Donc ce qui est extrêmement énorme et important. Donc déjà, on peut tuer en disant ça. Et dernière chose sur les stages, attention, parce qu'on dit que ça va être rémunéré, mais des fois, dans des secteurs, et notamment service à la personne, et dans les soins aussi, ils doivent renoncer à leur gratification pour pouvoir faire les stages. Donc c'est même pas dit qu'ils soient payés. Et enfin, pour finir, on peut aussi donner de l'espoir que quand on fait un bac pro, on peut bien finir, parce que par exemple, comme je suis co-animatrice du livret transport, pour discuter avec des gens dans le patronat de l'aéronautique, et pour le plus haut grade de mécanicien dans l'aéronautique, c'est celui qui valide si un avion peut décoller ou pas. Et pour ça, il dit qu'il faut passer par un bac pro et revenir sur la réforme du bac pro à 4 ans. Ça serait une bonne chose. Donc comme quoi, ça va même au-delà de chez nous et des syndicalistes enseignants.
Bonjour, merci pour les interventions. Petite question simple. Sur la réforme actuellement préparée par le gouvernement, est-ce que vous savez plus précisément comment elle a été préparée, s'il y a des agents du ministère qui ont été engagés, si des profs ont été interrogés, etc. Et du coup, quel rapport avec les résultats, avec le contenu concret de la réforme? Est-ce que vous en savez plus sur ce qu'il y aura finalement dedans, puisque j'ai l'impression qu'il reste des zones d'ombre? Merci. Alors, j'ai vu... Bonjour, moi c'est Anita Gadji, je suis de la 5e circonscription. Je suis co-animatrice du GA de Raquel Garrido, de Madame Raquel Garrido. Du coup, moi c'est plus des témoignages parce que je suis en bac pro, je suis au CFA de Villepinte. Et pour vous expliquer un peu, c'est que je suis arrivée en 2017 en France. Et dès que je suis arrivée, j'ai voulu faire ma formation, j'ai toujours aimé la cuisine. Et donc, j'ai commencé avec un CAP cuisine. Et ce qui était très difficile dans la recherche d'emploi déjà, parce que j'habitais dans le 93 et à Bobigny. Et donc, du coup, quand je cherchais du boulot, c'était très, très difficile de trouver du boulot. Il suffisait juste qu'on regardait le 93, qu'on voyait du 93 sur mon CV et je ne trouvais pas. Donc, il y a déjà ça, ce qui est un peu plus compliqué dans ce domaine de métier. En plus, quand j'ai fini de faire le CAP, entre-temps, j'ai fait mes enfants et tout, et j'ai voulu retourner à l'école. Et là, j'ai, par le biais d'un café contact, j'ai vu qu'il y avait des formations pour personnes adultes, pour des adultes, qui duraient 6 mois. Et je me suis inscrite à cette formation, mais ce qu'on ne nous dit pas au café contact, c'est qu'on nous dit quand on va être rémunéré, qu'on allait être rémunéré par la région. Et à la fin, on n'a pas été rémunéré. Et à cette formation, c'est une formation qui dit 6 mois, mais pour moi, qui devrait durer 1 an, parce qu'on a des personnes qui ne sont pas compétentes, qui sortent de cette formation avec des diplômes, mais bon, c'est de la catastrophe en entreprise. Et j'ai pu avoir ce diplôme-là, et là, je suis partie je suis en 2e année directe de bac pro. Et excusez. Le temps de formation ne sont pas adaptés. On a des formations qui sont trop courtes, on a des profs qui n'en peuvent plus. En entreprise, moi, je suis considérée comme une apprentie. Ça veut dire que je suis là pour apprendre. Je suis censée avoir un chef, mais je n'ai pas de chef en cuisine. Je suis arrivée, ils m'ont mis direct en tant que chef. Donc déjà, on a ce problème-là. Et on a aussi le problème qu'aujourd'hui, les jeunes viennent parce qu'on leur dit, vous serez formés pendant 4 ou 5 mois, vous aurez un diplôme et en plus, vous aurez un travail direct. Mais ils n'ont pas ce travail-là. Parce que ces jeunes, depuis même le temps de stage, ils fuient les entreprises parce qu'ils se mettent à faire la plonge, à éplucher 20 kilos de pommes de terre. Donc, moi, demain, on me met à faire ça, je ne le fais pas. Donc, il y a vraiment un gros problème avec le système d'apprentissage. Donc, voilà, merci. Bon, juste une remarque pour rappeler, je suis un vieux militant, pour rappeler effectivement que les syndicats, les partis politiques, etc., doivent s'emparer du problème de la jeunesse en général et celui des lycées professionnels en particulier. Je rappellerai simplement que la première réforme, elle est passée comme une lettre à la poste. Il n'y a eu aucune manif, aucun tract de distribué. Je parle pour Romans, parce que je suis à Romans, il y a des lycées professionnels. À la deuxième manif, on a été une 50aine devant le lycée professionnel. Et c'est un prof qui est sorti pour nous expliquer un peu les problèmes. Et je suis heureux de voir qu'il y a une jeune qui parle. Et le problème aussi, c'est pas seulement que nous, les adultes, même de gauche, on se mette à essayer de résoudre les problèmes des jeunes sans les jeunes. Il faut qu'on mette le problème de la réforme des lycées pro dans un ensemble général, de donner la place et la parole aux jeunes qui vivent les situations. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais prendre juste une dernière intervention parce qu'il est 26 et peut-être que dans 4 minutes, on ne pourra plus donner la parole à nos intervenants.
Oui, bonjour. Alors moi, je suis professeur de lycée professionnel depuis 26 ans. J'enseigne en lettres, histoire. Donc j'ai des mandats syndicaux, j'ai un mandat municipal. C'est vrai que le lycée professionnel est invisible depuis des années. Il est très invisible. Il ne passe pas dans les médias. Il ne passe pas auprès des parents d'élèves. Il ne passe pas. Voilà, on n'en parle pas. En fait, conclusion, les parents ne savent pas vraiment ce qui se passe. Si on ne va pas au-devant d'eux, qu'on leur explique, ils ne savent pas les réformes. Donc c'est quand même quelque chose d'important à savoir. C'est pour ça que c'est si important que nous, on soit ce porte-parole de ce qui s'y passe. Oui, on manque d'années, on manque d'heures pour pouvoir former nos élèves. Le lycée professionnel a été quand même un progrès depuis le CET, le centre d'apprentissage. Et on n'est pas là pour défoncer l'apprentissage. Il faut bien sûr laisser le choix, mais il faut défendre le lycée professionnel. C'est le lycée qui forme les citoyens, c'est le lycée qui va apporter les connaissances aussi générales. Donc c'est important de voir ces connaissances générales. C'est important de savoir aussi que cet aspect citoyen, on nous l'enlève, parce que quand on nous a enlevé un an de plus, puisqu'un bac pro, ça se passait aussi en 4 ans, c'était d'abord un BEP puis un bac pro, puis quand on nous a enlevé aussi des heures, moi je me retrouve en terminale, pour préparer des élèves à un bac pro. En français, j'ai 1h15 par semaine. En histoire géo, j'ai 1h15 par semaine. Il faut pas plus que ça. Une demi-heure d'enseignement moral et civique. Où vont nos valeurs vraiment citoyennes? Comment former des personnes qui arriveraient à savoir comment se positionner en société, comment voter, voilà. Donc ce que je voudrais voir aussi, c'est il faut savoir que oui, un diplôme, ça protège du chômage, mais oui, un diplôme, ça n'est pas un fil à la patte. C'est-à-dire, moi, j'ai les élèves d'accompagnement soins-service à la personne, ASSP, qui, quand elles ont vu les conditions de travail, quand elles ont vu le rythme, quand elles ont vu ce qui se passait, vous savez très bien les scandales qu'il y a dans les EHPAD, ont décidé de se reconvertir et sont arrivées dans l'administration. Elles en sont très contentes. Ce sont des personnes très engagées dans leur travail. Bien sûr qu'elles regrettent le côté humain, mais c'est pas un fil à la patte. Donc vraiment, le lycée professionnel, c'est une ouverture. Et je connais aussi des élèves d'Agora, gestion administration, qui ensuite ont terminé avec un master. Donc c'est vraiment une parole d'espoir, mais aussi c'est vraiment qu'il nous faut nous porter cette parole pour défendre le lycée professionnel. Merci. Vous prenez 2-3 minutes chacun. 3 minutes chacun. J'ai peur qu'on se fasse couper en fait. Bon, 3 minutes, ça va être dur. Je vais pas pouvoir répondre à toutes, mais après, je reste un peu si vous voulez qu'on échange plus rapidement. Alors, sur la méthode, ça a été la cata. Hein. Je sais pas, le camarade qui parlait sur la méthode, c'est piloté par le ministère du Travail. C'est-à-dire que l'Éducation nationale, pendant 1 an, n'avait rien à faire. Elle a prétendu, Carole Grandjean, mettre en place du dialogue social. C'est faux. C'était des espèces de grandes concertations. On a refusé d'y aller avec l'intersyndicale, hein, notamment. Hein, on a refusé avec la CGT, on a refusé avec Solidaire. C'était du tout venant, c'est-à-dire des profs volontaires, le monde économique, les branches professionnelles, ses copains des régions, etc. Donc ça, il y a eu ça. Et ensuite, elle a, soi-disant, il y a eu, je ne sais plus, 200 propositions. C'est à partir de ces prétendues 200 propositions qu'elle a décliné son projet. Mais c'est faux. En réalité, le projet, c'est... Je ne sais pas comment ça s'est fait. Moi, je pense... On se dit que c'est Macron, un jour, dans un dîner d'affaires avec ses grands copains de la finance, qu'ont dû dire, bah, tu veux 1 million d'apprentis, tu veux de l'apprentissage ou tu as besoin de main-d'œuvre gratuite. Bah, moi, j'ai un gros vivier. Là, il y a 650 000 mômes qui pourront, je te les mets sur un plateau. Moi, je vois ça, c'est peut-être un peu basique, hein, excusez-moi. Mais si on qualifie l'attaque, c'est très simple. Là, ce qui se passe, c'est pour ça que je rejoins un peu ce qu'a dit Alexis, c'est ils sont en train d'organiser le séparatisme de la jeunesse, avec, après 15 ans en gros, ceux qui iront au boulot, sans qualification, et les autres qui pourront continuer au lycée, puis pourquoi pas ensuite à l'université, etc. Mais les jeunes des milieux populaires, c'est un renoncement scolaire sans précédent pour eux. Donc ça, c'est le séparatisme pour les jeunes. Et pour nos lycées pro, si je résume rapidement, ils vont les transformer en réalité en centres d'insertion à l'emploi. Ce ne sera plus des établissements tels qu'on les connaît. Et nous, en tant que profs, on ne sera plus réellement des profs, on deviendra des agents des sortes d'agents d'insertion à
à l'emploi. C'est ça l'objectif. Alors ils auront toujours besoin quand même quelques profs de lettres histoire, hein, si vous n'avez plus quoi faire pour y retourner, vous. Quelques quand même, parce que les patrons, ils attendent quand même que les gamins savent bien parler, fassent pas trop de fautes, etc. Mais l'objectif, c'est vraiment ça. Et du coup, je rebondis sur la question du pacte. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le pacte, mais très vite, vous connaissez, c'est connu de tout le monde, il y a une vraie, un déclassement salarial incroyable des profs. Donc, il y a eu des négociations pendant 1 an. Il y a eu quelques mesurettes, mais qui étaient de l'indemnitaire en pleine période de retraite. Ça a été quand même mal perçu. Quelques mesurettes indemnitaires, mais surtout, là, le moyen qu'ils ont d'augmenter notre pouvoir d'achat, c'est de nous donner des missions supplémentaires. C'est de nous donner une indemnité pour des missions supplémentaires. Le collège, le lycée, l'école primaire, etc., eux, ils ont en gros un pacte avec 4 ou 5 briques, c'est-à-dire des missions supplémentaires qu'ils choisissent de devoir faire. S'ils travaillent pendant leur congé scolaire, ils auront des sous. S'ils remplacent les profs absents, etc. Nous, le lycée pro, on a un pacte où il y a 15 briques. Et dans ces briques, c'est-à-dire 15 missions, dans ces briques, donc 4 communes au lycée, au collège et au lycée, mais 11 qui sont complètement orientées vers le déploiement de la réforme, avec des choses incroyables dedans. Ils savent bien, ils savent bien que nous, on ne peut pas adhérer. Ils savent bien que les PLP n'adhèrent pas à cette réforme. Elle est vraiment contestée. Par contre, je vais rebondir sur la mobilisation. Contester ne veut pas dire s'engager. Elle est contestée, la réforme, dans les lycées pro. En lycée tertiaire, les lycées tertiaires, les collèges. Alors, quand je dis contester, les collègues, j'ai jamais vu j'ai jamais vu la profession dans cet état-là quand Macron a fait ses annonces à Saintes le 4 mai. Quand ils ont annoncé les fermetures massives, brutales des filières tertiaires, mais l'angoisse que ça a généré dans les lycées pro, c'est là où je dis contester, hein, c'est-à-dire que les gens ne sont pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à se mettre en grève à la rentrée. Hein. J'ai vu la profession dans un état, les remontées qu'on a eues de tous les bahuts tertiaires a été terrible. Et même vis-à-vis des jeunes, quand il y a eu cette réforme, l'augmentation des stages, on en chie en classe. Hein. Enfin, tous les PLP qui sont là, ils le savent, c'est pas simple. On râle en salle des profs. Des fois, on dit des trucs pas très cool, même sur nos gamins. Mais quand la réforme a été annoncée, qu'on a déployé tous les militants pour aller la décrypter, les premières réflexions des PLP, c'était « c'est dégueulasse pour les mômes ». La première réflexion, ça a été ça. Et il y a eu un sursaut de mobilisation à ce moment-là. Donc, clairement, la réforme, elle est contestée. Maintenant, si on rebondit sur le pacte, dont 11 qui sont sur le déploiement de la réforme, avec des trucs, notamment sur le décrochage scolaire, parce que c'est son gros truc, le décrochage. Donc, il y a une brique référent décrochage, pour le dire vite. En gros, le pacté, celui qui prendra cette brique-là, il demandera aux équipes de repérer les jeunes sur des signaux faibles en voie de décrochage. Donc ça, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire non plus. Hein, sur des signaux faibles en voie de décrochage, dans le but de les déscolariser, de les mettre dans des structures de proximité d'insertion à l'emploi. Donc en fait, les élèves les plus fragiles, dans nos classes, déjà avec le type d'élèves qu'on a, l'éducation nationale prend la responsabilité d'organiser la déscolarisation des élèves les plus fragiles. C'est un truc de dingue en termes de manipulation, de perversion. C'est que ça, et toutes les briques, c'est quasiment ça. On va sortir un gros outil là pour bien expliquer toutes les briques, parce que les collègues qui peuvent s'engager sur certaines briques peuvent se dire « Ah, je vais m'engager sur le décrochage parce que c'est vrai que nos élèves, ils décrochent. » Ça peut être de la bonne intention. Mais il ne faut pas oublier que derrière, le projet, ce projet sur la réforme des lycées pro, tu l'as très bien dit, c'est un projet de société extrêmement dangereux pour la société et les collègues. Alors la mobilisation, on va la construire, on va y aller. Alors oui, les PLP, c'est difficile. Ça se comprend, ça s'explique. Plein de contractuels, le camarade du SNES l'a dit, quand on est contractuel, on est moins à l'aise pour, évidemment, de contrer. Il y a une forme de docilité, il y a une peur que les personnels plus vieux comme moi n'ont pas peur. Et en plus, syndicalistes, encore moins. Il y a la question des contractuels. C'est 15% du corps des PLP qui est contractuel aujourd'hui. La pénurie des enseignants, on en parle toujours. Dans le premier degré, maintenant, et dans le second degré, depuis 2 ans, c'est devenu un sujet d'actualité de rentrée politique. Mais chez nous, les PLP, à chaque rentrée, il manque 2 profs par établissement en moyenne.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est nos collègues qui prennent des heures sup parce qu'au bout d'un moment, on se dit c'est pas possible, on va pas laisser ce môme-là sans des cours de conduite routière, c'est trop grave. Ah ouais, j'arrête. En tout cas, il y a ça sur la mobilité. Et puis, il ne faut pas oublier, hein, c'est pour ça que je défends un peu mes collègues aussi, on s'est pris 2 grosses réformes dans la tronche et on a cette impression d'être seul, mais ce qui est faux en réalité. Hein. C'est pour ça que je rebondis aussi sur cette question-là. C'est ensemble qu'il faudra essayer de sauver nos lycées professionnels. Merci. Ça tombe bien parce que je voulais rebondir sur la difficulté de la mobilisation, justement. Voilà, tu viens de le dire, il y a beaucoup de contractuels chez nous, ça c'est une réalité. Puis aussi en lycée pro, on a une autre culture. Est-ce que j'ose dire qu'on n'est pas des profs comme les autres? Je sais pas. On a beaucoup d'anciens professionnels qui viennent de différents secteurs, de l'artisanat, de l'industrie, du commerce, etc., et qui n'ont pas la culture de la grève. D'ailleurs, on le voit, hein, quand il y a une grève, souvent dans les LP, quand il y a une grève, c'est les collègues de matière générale qui se bougent et les collègues d'atelier qui restent dans leur atelier. Je caricature un petit peu, mais je suis prof d'atelier, hein, donc je me permets. Je caricature un petit peu, mais on n'est pas loin de ça. Il y a aussi, parce que dans une mobilisation, il n'y a pas que les enseignants, il y a aussi les parents et les élèves. Les parents, j'ai parlé tout à l'heure du profil des élèves. Si le collège s'est mal passé, ça veut dire que si les parents, pendant toute la scolarité de leur gamin au collège, à chaque fois qu'on les a appelés au collège, c'est pour les engueuler, en gros, quoi. Et là, se mobiliser pour une institution, c'est compliqué. Et en plus, cette institution-là, je l'ai dit tout à l'heure aussi, le lycée pro répare. Donc parfois, les parents, ils sont appelés au lycée pro. Je me souviens d'un bail où je suis passé, où on faisait, moi ça me paraissait un peu suranné, tout ça, mais finalement, au final, je trouvais ça pas mal. À la fin du trimestre, pour ceux qui avaient des félicitations, des encouragements et tout ça, on donnait des lots, des trucs pour féliciter, quoi. Et les parents étaient convoqués. Et c'est la première fois, en fait, qu'ils étaient convoqués au lycée, enfin à l'école, pour qu'on leur dise un truc bien sur leur môme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, les parents n'ont pas forcément l'envie et le bagage pour se mobiliser, et 2, ils reprennent confiance dans une institution. Et quand on ne s'intéresse pas forcément au monde de l'éducation nationale avec précision, s'il y a une réforme du lycée professionnel et que le lycée professionnel a tendance à réparer notre gamin, on va avoir confiance dans cette réforme. Donc la mobilisation des parents, elle est compliquée par rapport à ça, et la mobilisation de nos élèves, et c'est pour ça que c'est super important effectivement de réfléchir à comment les organisations de jeunes pourraient s'inscrire dans cette problématique, parce que moi je vous donne des exemples, des camarades syndicalistes étudiants ou lycéens qui viennent devant par exemple mon lycée pour expliquer pourquoi est-ce que telle ou telle réforme ça va pas, et notamment la réforme du lycée pro. Il y a vraiment 2 mondes qui se rencontrent en fait, et on le voit sur les profils de nos camarades syndicalistes, étudiants et lycéens. C'est pas le profil de nos élèves en lycée pro, c'est une évidence. Donc sur la difficulté de la mobilisation, on peut ajouter ça, parce que faire le constat, c'est pouvoir le dépasser. Et c'est vrai que la réforme annoncée, les 2 mobilisations de cette année, c'est un exemple et un contre-exemple. Les 2 mobilisations qu'on a connues en début d'année scolaire, elles ont été historiques dans le monde du lycée pro. Mais malgré tout, on voit bien qu'elles n'ont pas été suffisantes. Nous, le lycée pro, on est un laboratoire. Je donne encore un exemple. On n'a pas arrêté de parler de la réforme du lycée général d'il y a 2 ou 3 ans, qui a complètement démantelé et déstructuré par rapport au contrôle continu. Je disais tout à l'heure, moi je suis prof de LP depuis 20 ans. Le contrôle continu, il n'a pas le même nom, ça s'appelle le CCF, le contrôle en cours de formation, mais c'est plus ou moins la même chose. Moi, ça fait 20 ans que je ne connais que ça, je n'ai pas connu autre chose. Donc on essaye sur le lycée pro des trucs qui vont ensuite arriver ailleurs, sans que les collègues, par exemple, de lycée général ne le savent. Voilà. Donc il faut absolument venir nous aider et que tout le monde s'implique dans ce truc-là, parce que c'est l'affaire de tout ce qui nous arrive à nous maintenant, ça va arriver, et dans le monde du travail, et dans le monde de l'enseignement, à tout le monde à terme, vu que c'est un projet de société. Voilà. Donc, moi, je dirais peut-être juste un mot, mais très très rapide pour faire écho
à ce que j'ai pu entendre et ce que ça m'évoque, notamment lorsque vous évoquiez la question de la scolarisation jusqu'à 18 ans ou un retour de l'enseignement ménager, etc. Alors, en fait, moi, je vais vous dire ce que ça m'évoque, cela, c'est... Je le mettrai davantage en lien avec une question de plus grande perméabilité entre les différents systèmes d'enseignement. C'était des choses qui avaient été, qui pouvaient exister. Hein. Je me souviens dans ma carrière maintenant lointaine de PLP, moi aussi, que j'avais des élèves qui faisaient les classes... des espèces de passerelles qui venaient, ils allaient vers l'enseignement technologique quand ils avaient eu un bon bac pro, ou voilà, quand il y avait des premières d'adaptation, c'est absolument ça. Et aujourd'hui, en fait, il est certain que l'imperméabilité des différents ordres d'enseignement est de plus en plus fort. Et les gamins, quand on les met en SECPA, on leur dit, vous irez en CAP. Et puis un CAP, on lui dit, au mieux, tu iras en bac pro. Mais il n'y a pas de possibilité de basculer d'un environnement à un autre. Souvent, on prend... c'est quelque chose qui est très peu discuté, ça, cette question de la possibilité d'un passage d'un environnement à un autre. Et quand je le disais dans mon intervention, le fait qu'aujourd'hui, on évacue complètement la question de l'enseignement supérieur et de ses conditions de possibilité d'accueil de lycéens et de lycéennes professionnelles, ça c'est encore un élément très frappant de cette volonté certainement d'enserrer les trajectoires et de les rendre plus, de les enserrer dans des trajectoires professionnelles très tôt. Hein, c'est ce que tu disais. Donc voilà. Si j'ai encore le temps, mais merci à... Je suis le dernier, donc j'en reprofite pour remercier et je répète que c'est l'anniversaire de la dame à côté de moi et c'est un double mérite d'être venue. Et je la remercie et je peux vous dire que je l'ai vue en commission à l'Assemblée mettre les points sur les i face à toute une série de députés macronistes et je la remercie à travers elle, tous les syndicalistes, les copains engagés qui se battent là-dedans. Deux choses vraiment très rapides. Il y a un mot, d'ailleurs tu l'as repris, que moi j'avais utilisé il y a 2 ans lors du débat sur le prétendu séparatisme, entre guillemets. S'il existe un séparatisme dans ce pays qui est en train de se creuser, c'est le séparatisme scolaire. On a parlé de l'enseignement pro, mais je crois que dans le combat que nous aurons à mener en 2027, le projet que nous aurons, il faut redonner confiance dans l'école publique aux familles. 20% partent vers l'enseignement privé. Et au sein même de l'enseignement public, les familles ne mettent plus leurs gamins dans les mêmes établissements. Et les établissements, d'ailleurs, sont plus les mêmes. Et ce qui va se passer dans l'enseignement pro va encore plus creuser les choses, etc. Bon, c'est ça l'idée. L'école doit rester le lieu d'émancipation et pas un lieu, une espèce de tunnel dans lequel, en particulier, les catégories les plus modestes sont enfermées pour surtout qu'elles ne viennent pas emmerder les enfants de la bourgeoisie par leur outrance, leurs mauvaises habitudes ou que sais-je. Bon. Donc c'est une bataille qui a, je l'ai dit, qui porte en elle-même le type de projet de société. Tous on répète le mot de République, on aime la République, mais il n'y a pas de République s'il n'y a pas d'école publique. Si nos enfants ne vont pas dans les mêmes écoles, s'il n'y a pas de brassage social, si la formation que l'on fait n'est pas en réalité une vraie formation à but d'émancipation, mais est en vérité quelque chose dans lequel on vous a enfermé. Bon, j'en dis pas plus, mais vous voyez l'enjeu, c'est grave, quoi. Je termine en disant que nous avons pris la décision avec les copains de la commission éduc de rédiger une tribune sur la question de l'enseignement professionnel. Non mais je te vois, mais on va faire. Mais et peut-être que cette tribune politique, si on va essayer qu'elle existe avant la rentrée. Comme je sais que dans la salle il y a beaucoup de copains qui sont PLP et tout, ça peut être pas inintéressant de l'afficher dans les salles de profs. Et vu que vous êtes là, qu'on constitue peut-être un petit réseau, je parle aux insoumis, pour voir de quelle manière politiquement on fait des choses. Moi, je vois tous les copains que j'ai dans l'enseignement pro, je les vois assez fatigués. Ça a été pointé, hein, quand j'écoute Sigrid expliquer les briques, pour 10 briques, t'as plus rien, 15 briques, machin, bon, on a compris. Mais je sais aussi les difficultés de salaire et la capacité, on est entre nous, je veux dire, de petite corruption que propose le système, en fait. Parce que c'est dur de refuser de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, quand même. Hein, et ça va être le même système avec les gamins. Donc moi, je ne sais pas, enfin, c'est à vous les syndicats de mener la bataille, on verra si elle est menable. Je la sens difficile, mais politiquement quand même il faut s'exprimer. Il faut être,
Il faut donner l'honneur de ce qui est en train d'avoir lieu et dire les enjeux. Et que le silence médiatique, c'est un silence social sur ce qui est en train d'avoir lieu. Et je crois que notre honneur, c'est de faire ça, de mener des campagnes, d'en parler, d'utiliser des tribunes, d'utiliser l'Assemblée nationale pour le faire. Et vous, politiquement aussi, dans chaque ville. Et s'il y a des réunions publiques, on viendra aussi les animer pour expliquer ce qui a lieu. Je pense que ça, on peut mener cette bataille. Et il y aura toute une série de gens qui entendront ce dont nous parlons. Que nous défendrons la qualité de la qualification. Et nous refusons que les gens soient ramenés à une, comme ça a été dit, une corvéabilité à courte vue. Et je pense qu'on peut même, je suis déjà trop long, mais rentrer en jonction avec même des secteurs du patronat. Moi, je me souviens, bien sûr, nous dénonçons le patronat, mais il y a un patronat qui comprend qu'ils ont besoin de gens qui sont qualifiés. Et que c'est dangereux dans un atelier, quelqu'un qui comprend rien et qui n'a pas été soigné. Ils ont besoin pour faire tourner les machines. Les machines sont de plus en plus compliquées, nécessitent des compétences de plus en plus importantes. Bon, donc on peut aussi avoir un patronat qui ne voit pas d'un bon œil ce besoin de courte vue. C'est pas que McDo le patronat français. C'est pas que des gens qui recherchent des mecs pour nettoyer les chiottes et mal les payer. C'est aussi des gens qui ont des petites entreprises qui un jour se disent qu'ils vont passer la main et qui aimeraient la passer à l'ouvrier qui a été embauché, qui est devenu, etc., etc. Ça existe encore. Bon, et je pense que la bataille qu'on mène, si on la mène intelligemment, peut nous permettre d'être en jonction avec ces gens. Donc en n'ayant pas une vision caricaturale de ce qu'est l'entreprise. Mais la caricature, c'est Macron. Enfin voilà. Donc la bataille ne fait que commencer. Grosse bise à tous.